Au début de la soirée, lorsque les échos de la civilisation romaine murmuraient encore entre les colonnes brisées et les routes usées par le temps, le monde que nous appelons le Moyen Âge commençait à s'éveiller silencieusement. C'était l'an 476, après Jésus-Christ. Rome, qui pendant des siècles avait été l'axe du monde occidental, s'effondrait sous les vents glacés venus du nord, emportant avec elle son ordre, ses lois et son immense réseau de villes reliées par des routes millénaires. La déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus, ne fut que le signe symbolique d'une transformation qui s'était déjà amorcée depuis longtemps. La lente désintégration d'une machine administrative qui s'étendait du Sahara jusqu'aux îles britanniques, des rives du Rhin jusqu'aux confins de la Mésopotamie. Ce qui avait été une Rome unifiée se fragmentait désormais en morceaux de mémoire, de ruines et de royaumes incertains. Avec la chute de l'Empire, ce n'était pas seulement le pouvoir politique qui s'évanouissait, mais aussi la sensation de sécurité et de continuité. Les villes, autrefois vibrantes, se vidaient lentement, tandis que les routes devenaient dangereuses, peuplées de bandits, de mercenaires et de voyageurs affamés. Les champs, vastes et fertiles, n'étaient plus cultivés avec la méthode et la précision romaine. Sans une armée unifiée pour protéger les frontières, les invasions des peuples germaniques, des Huns, des Vandales, des Wisigoths et des Ostrogoths, devinrent une routine. L'effondrement des structures romaines d'autorité et de protection plongea le continent dans une longue période d'instabilité. Mais paradoxalement, c'est dans ce sol de désordre et de peur que les premiers germes du système féodal commencèrent à éclore. Sans la figure d'un empereur souverain, le pouvoir devint local. Ceux qui possédaient des terres et des armes devinrent les nouveaux chefs. D'abord chefs tribaux, puis rois barbares, et enfin seigneurs féodaux. Ces hommes s'arrogèrent la responsabilité et le droit de protéger les territoires environnants. En échange de cette protection, les paysans, effrayés par les guerres et la famine, offraient leur force de travail, leur récolte, leur obéissance. C'était le début d'une nouvelle logique sociale, fondée non sur des lois écrites par un sénat ou un empire, mais sur des liens personnels de loyauté et de protection. L'empire centralisé céda la place à des milliers de petites juridictions, chacune gouvernée par des rapports de fidélité et de dépendance mutuelle. Le Moyen Âge, souvent appelé l'âge des ténèbres, naissait non seulement de l'obscurité de la chute, mais aussi de la pâle lumière d'une réorganisation sociale. Avec l'effondrement de la monnaie, du commerce et de la mobilité urbaine, la campagne devint le seul refuge possible. Les grandes villas romaines, qui étaient autrefois les propriétés d'aristocrates urbains, se transformèrent en unités autosuffisantes. Là, seigneurs et paysans partageaient un espace symbiotique, où la terre devenait la seule véritable monnaie de valeur. La logique de la survie remplaçait celle du progrès. Les outils étaient simples, les méthodes agricoles rudimentaires, et la culture écrite disparaissait peu à peu, conservée uniquement dans les monastères chrétiens. Pourtant, dans ce paysage de recommencement, un nouvel ordre se dessinait. Un ordre décentralisé, local, personnel, et profondément enraciné dans la terre. Cette transition entre le monde romain et le monde médiéval ne s'est pas faite du jour au lendemain. Pendant des siècles, les structures coexistèrent, se fondirent, s'adaptèrent. De nombreux chefs germaniques admirèrent Rome, imitaient ses titres, conservaient ses lois, tout en imposant leurs traditions tribales. La fusion entre l'héritage romain et les coutumes barbares donna naissance à un système hybride, dans lequel le droit à la terre dépendait davantage de la force et de la loyauté que de l'héritage légal. Le droit de l'épée remplaçait les édits impériaux. La parole du seigneur local valait plus que n'importe quel parchemin oublié dans les ruines d'un forum romain. Et ainsi, peu à peu, le féodalisme surgissait comme une réponse organique à l'insécurité et à la fragmentation. Au milieu de cette transition, les chrétiens gagnaient encore plus de force. L'Église, qui n'était auparavant qu'une parmi tant d'autres religions tolérées par Rome, devint désormais le principal lien entre le passé et le présent. Les évêques et les moines assumaient des rôles de leadership. Les églises, construites en pierre, devenaient des centres non seulement spirituels, mais aussi politiques et administratifs. La croix remplaçait progressivement les aigles romains comme symbole de pouvoir et de cohésion. Et au cœur de la chrétienté, le pape émergeait comme une figure quasi-impériale, tandis que les rois barbares s'agenouillaient devant l'Église pour obtenir leur légitimité. Cette union entre foi et pouvoir, entre la croix et l'épée, serait l'une des colonnes centrales du monde féodal. En refermant ce premier passage,
Imaginez les champs verts de l'Europe couverts de brume, avec de petites cabanes fumantes entre les arbres, des châteaux de pierre apparaissant peu à peu au sommet des collines et le son lointain des cloches annonçant l'aube d'un nouveau monde. L'Empire était tombé, mais l'histoire recommençait. Et dans le silence des ruines et des champs, le fief prenait forme, à la fois refuge, prison et destin pour près d'un millénaire. Dans le silence de l'aube qui recouvrait les vallées européennes, résonnaient les pas lourds d'hommes venus de forêts denses, de montagnes glacées et de terres où le soleil était pâle et le froid constant. Les Romains les appelaient barbares, un nom chargé de peur, de mépris et d'incompréhension. Mais ces peuples, tels que les Wisigoths, Ostrogoths, Vandales, Alamans, Francs, Angles, Saxons et Lombards, n'étaient pas seulement des envahisseurs. Ils étaient aussi les semeurs d'une nouvelle Europe. Venus d'au-delà des frontières de l'Empire, ils n'apportaient pas seulement des épées et des boucliers, mais aussi des coutumes, des langues, des croyances et des structures tribales qui allaient rapidement se mêler aux décombres laissés par Rome. En l'absence d'une autorité centrale, ce furent ces groupes qui occupèrent le vide laissé par l'Empire et commencèrent à modeler les nouvelles relations sociales qui allaient donner naissance au monde féodal. Ces peuples avaient une organisation très différente de celle de Rome. Il n'y avait pas d'État avec une armée fixe, des impôts systématisés ou une législation codifiée. L'autorité était diffuse, fondée sur la figure du chef tribal ou du roi élu parmi les guerriers. La loyauté était personnelle, construite autour de liens de sang, d'amitié et d'alliances orales. La terre, pour eux, n'était pas une marchandise figée, c'était l'espace de la survie, de la chasse, de l'agriculture familiale et de la guerre. Lorsqu'ils envahissaient des territoires, ils ne cherchaient pas à les détruire complètement, mais à s'y installer, à partager les récoltes, à prendre possession des châteaux et à s'adapter au paysage. Ainsi, les anciens systèmes de propriété et de gouvernance furent peu à peu remplacés par des pactes locaux, où la force et la fidélité définissaient le nouveau mode de vie. La centralisation administrative de Rome céda la place à une toile éclatée de petits royaumes, de duchés, de comtés et de territoires contrôlés par des chefs locaux. Chaque nouveau peuple établissait son autorité sur une partie de l'Europe, fondant des royaumes hybrides où les lois germaniques coexistaient, parfois avec tension, avec les fragments du droit romain. Le royaume des Francs, par exemple, sous Clovis, puis sous Charlemagne, cherchait à restaurer une image impériale chrétienne, tout en conservant des coutumes tribales. Les Wisigoths, installés dans la péninsule ibérique, créèrent un système de pouvoir qui mélangeait catholicisme et tradition guerrière. En Italie, les Ostrogoths tentaient de reproduire l'administration romaine sous un nouveau nom et un nouvel accent, tandis que les Lombards se répandaient en petites familles armées, contrôlant des terres en leur propre nom. Dans ce contexte, l'autorité n'était plus uniforme. La sécurité dépendait de celui qui détenait le contrôle local. Il n'y avait plus une armée romaine unique patrouillant les frontières. Chaque village, chaque colline, chaque rivière avait besoin de sa propre défense. La protection devenait une marchandise précieuse. Et c'était précisément ce déséquilibre, cette absence d'un État fort, qui poussait les paysans à chercher refuge sous la protection d'un seigneur armé. Le lien entre le seigneur et le paysan était avant tout une réponse à la peur. Peur des invasions, des pillards, de la famine, peur de l'absence de loi. Le monde ancien, qui dépendait d'un réseau étatique organisé, cédait la place à une structure décentralisée, spontanée, où le plus fort imposait des règles et garantissait une paix locale, même précaire. En même temps, les coutumes germaniques contribuèrent à une vision du monde plus fragmentée, où le collectif était remplacé par la fidélité entre individus. La figure du suzerain, celui qui détient la terre et offre protection, et celle du vassal, celui qui se soumet en échange de sécurité, émergeaient de cette logique tribale. Les serments devinrent sacrés, scellés par des cérémonies où la main était placée entre celle de l'autre, les yeux se croisaient, et des paroles de loyauté étaient prononcées comme une prière. Il n'y avait pas besoin de documents écrits. Ce qui comptait, c'était la parole donnée, et l'honneur de la tenir. L'autorité était reconnue non par le titre, mais par la force, le prestige et la capacité à rassembler des guerriers fidèles. Avec le temps, cette structure se cristalliserait sous les formes du féodalisme classique. Mais à ce stade initial encore fluide et incertain, nous voyons apparaître les premiers éléments qui allaient permettre à ce système de s'installer. La terre comme symbole de pouvoir, la décentralisation comme règle,
la loyauté personnelle comme contrat et la protection comme monnaie. L'absence de métropole, d'empire, ouvrait la voie à ce que chaque parcelle de terre devienne un microcosme de pouvoir. C'était le monde des châteaux isolés, des tours de guet, des villages protégés par des palissades de bois où la nuit était obscure et le silence seulement brisé par le hurlement des loups ou le son lointain des cloches. En contemplant cette Europe fragmentée, nous voyons non seulement le chaos, mais aussi l'esquisse d'un nouveau type de société. Une société construite davantage sur des liens humains que sur des institutions, sur des besoins essentiels plutôt que sur des idéaux. Sur la terre, la peur et le désir de survivre. Voilà le paysage où le féodalisme commence à prendre forme. Un sol fertile, non seulement en blé et en orge, mais en pactes, alliances et châteaux en construction. Sous le ciel nocturne qui recouvrait l'Europe de nuages épais et le murmure lointain des vents frôlant les forêts étendues sur collines et vallées, la vie médiévale commençait à s'organiser autour d'une nouvelle logique. Loin de l'ordre romain, loin des idéaux impériaux, surgissait une société façonnée par la survie, la peur et la terre. Le système féodal, avant d'être un ensemble de lois ou un plan conçu, naissait de nécessités concrètes, du quotidien d'hommes et de femmes cherchant protection, subsistance et appartenance, dans un monde sans frontières nettes ni roi absolu. Cette nouvelle société ne s'élevait pas sur des palais dorés, mais sur des champs, des châteaux de pierre et des pactes silencieux entre hommes armés et paysans vulnérables. C'était le début d'une ère où tout tournait autour de la possession de la terre et de la capacité à la défendre, par l'épée, par des alliances, par le sang. Au cœur de cette société, la relation entre co-suzerain et vassal devenait l'axe de toutes les structures. Le suzerain détenteur de terres et de pouvoirs militaires était le seigneur offrant protection et ressources. Le vassal, quant à lui, était celui qui s'agenouillait, jurait fidélité et s'engageait à combattre aux côtés de son seigneur chaque fois qu'il était appelé. Cette relation, en apparence simple, cachait un réseau dense d'obligations mutuelles où chaque geste, chaque promesse, chaque symbole portait un poids sacré. Lors des cérémonies appelées hommages, les vassaux s'agenouillaient, placèrent leurs mains entre celles du Seigneur et prononcèrent des paroles de dévotion. C'était un moment silencieux, rituel, où le monde extérieur s'effaçait et où seul le lien personnel était reconnu. En échange de la loyauté et des services militaires, le suzerain remettait au vassal une portion de terre, le fief. Le fief était bien plus qu'une propriété. C'était un univers autonome. Une portion de terre comprenant champs, forêts, pâturages, moulins, rivières, maisons paysannes et souvent un château ou une tour fortifiée. Celui qui recevait le fief gouvernait sur lui comme un petit roi, tout en restant loyal à son suzerain. Cela créait un réseau de fidélité en chaîne, où un seigneur pouvait être vassal d'un autre et en même temps suzerain de plusieurs autres en dessous de lui. La société se structurait ainsi verticalement, comme un arbre de liens personnels, où chaque branche était soutenue par des promesses d'obéissance et de protection. L'absence de pouvoir central absolu rendait cette structure fragile, mais aussi incroyablement résistante aux changements extérieurs. Tandis que le monde évoluait autour d'elle, les liens féodaux demeuraient fermes, scellés par la terre et l'épée. Dans ce nouveau monde, la terre devenait la mesure de toute chose. Elle définissait le statut, la richesse, le pouvoir, mais ce n'était pas quelque chose que l'on achetait ou vendait facilement. La terre était concédée, transmise en héritage, donnée en présent entre nobles, utilisée comme dot dans les mariages ou comme garantie dans des pactes de guerre. Ceux qui n'en possédèrent pas étaient contraints de servir ceux qui en avaient, et ceux qui en avaient la défendèrent farouchement, car ils savaient que leur position dépendait de la fertilité du sol, du nombre de paysans qui pouvaient le cultiver et de la forteresse qui le protégeait. La terre était perçue comme un organisme vivant, source de nourriture, lieu de sépulture des ancêtres, demeure des saints et champ des batailles à venir, et c'était sur elle que reposait toute la structure sociale. Le peuple qui vivait et travaillait cette terre était composé en majorité de paysans, beaucoup d'entre eux étant des serfs attachés au fief par naissance, obligation ou dette. Ces hommes et ces femmes se levaient avant le soleil, travaillaient jusqu'à l'épuisement et remettaient une part de leur récolte au Seigneur en échange du droit de continuer à vivre sous sa protection. Leur devoir incluait la culture des champs, la réparation de ponts et de routes, le soin des animaux et même le service militaire en temps de guerre. En échange, ils avaient le droit de résider sur les terres, d'utiliser les ressources naturelles et de recevoir protection contre les invasions
les voleurs ou la famine. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était une vie stable. Et dans un monde d'incertitude, la stabilité était un bien précieux. Le clergé jouait aussi un rôle essentiel dans la société féodale. Évêques et abbés étaient souvent de puissants suzerains, propriétaires de vastes terres et seigneurs de nombreux paysans. L'Église bénissait les serments de fidélité, sanctionnait les mariages entre familles nobles, jugeait les litiges et entretenait la peur du péché comme moyen de contrôle social. Féodalisme et foi allaient main dans la main. Un chevalier n'était respecté que s'il était pieux. Un seigneur n'était légitime que s'il était en communion avec l'Église. Et les vassaux ne pouvaient prospérer que si leurs actions ne contredisaient pas les commandements divins. Le ciel et la terre étaient liés. Celui qui commandait ici-bas le faisait en gardant le regard tourné vers le haut. Cette société, bien que profondément inégalitaire, n'était pas chaotique. Elle suivait des rythmes lents, prévisibles, marqués par les saisons, les fêtes religieuses, les récoltes et les campagnes militaires. Chaque fief fonctionnait comme un petit monde clos, avec ses règles, son marché, ses coutumes et ses rapports de pouvoir. Les routes étaient dangereuses, les royaumes lointains et les voisins souvent hostiles. Ainsi, le fief était, pour beaucoup, l'unique univers connu, l'endroit où l'on naissait, où l'on travaillait, où l'on se mariait, où l'on priait et où l'on était enterré. La vie médiévale tournait autour de cet espace délimité par des clôtures de bois et des champs de blé. Et c'est là que les liens de terre, de sang et de serment se répétaient génération après génération. En contemplant cette société en repos, sous la lueur pâle de la lune reflétée sur les toits de chaume et les eaux immobiles des puits, nous comprenons que le féodalisme n'a pas été seulement un système politique ou économique. Ce fut un mode de vie, un pacte silencieux entre la fragilité humaine et le besoin d'appartenance, un monde de liens personnels dans un temps sans garantie. Et tandis que les cloches de l'aube résonnaient dans les tours lointaines, on percevait que tout ici, absolument tout, reposait sur un ancien pacte, scellé non sur papier, mais dans le cœur de ceux qui, en silence, soutenaient le monde de leurs mains couvertes de terre. Tandis que les étoiles restaient immobiles au-dessus des collines endormies et que les champs couverts de brume reposaient sous le voile de la nuit, la société féodale battait d'un rythme presque imperceptible, comme la mesure d'un cœur lent, silencieux, sans hâte. Ce monde ancré dans la terre et le temps n'était pas soutenu par des contrats écrits ou des lois universelles, mais par quelque chose de plus intime, de plus ancien, la parole donnée, le engagement personnel, le serment devant Dieu. C'était ce réseau de promesses qui liait les hommes entre eux et organisait le pouvoir dans une époque sans roi absolu ni empire centraux. Le système de suzeraineté et vassalité était la colonne vertébrale de cet univers fragmenté, un jeu de loyauté, d'honneur et d'obligations mutuelles où chaque promesse portait le poids de la survie. Au centre de ce système se trouvaient deux hommes, deux figures liées non par le sang, mais par la nécessité. Le suzerain, seigneur des terres, autorité locale, détenteur du pouvoir sur la région, et le vassal, un homme libre, souvent d'origine noble, qui se soumettait à l'autorité du suzerain en échange de protection, de subsistance et d'une portion de terre. Cette alliance était scellée par un rituel solennel appelé cérémonie d'hommage, qui se déroulait en silence, devant témoins et fréquemment sous la bénédiction d'un représentant de l'Église. Le vassal s'agenouillait devant le seigneur, plaçait ses mains entre celles du suzerain et prononçait un serment de fidélité. Ensuite, le seigneur le relevait, lui donnait un baiser sur le visage et lui remettait symboliquement un objet représentant le fief, une poignée de terre, une branche, une clé. À partir de ce moment, le lien était scellé. Le vassal promettait fidélité, soutien militaire, conseil politique et aide financière chaque fois qu'il était convoqué. Le suzerain, de son côté, s'engageait à garantir la possession de la terre, à le protéger des ennemis et à soutenir son autorité. Ce pacte n'était pas seulement économique, il était spirituel, sacré, inviolable. Le rompre signifiait non seulement trahison terrestre, mais aussi péché aux yeux de Dieu. Le vassal n'était ni serf ni esclave. C'était un allié, un compagnon d'armes, un noble mineur se soumettant à un plus grand, sans perdre sa dignité. Dans bien des cas, ce même vassal était aussi suzerain d'autres en dessous de lui, créant une chaîne hiérarchique presque infinie de fidélités superposées. Ce système permettait de diviser et de décentraliser le pouvoir, tout en maintenant une structure d'obligation qui empêchait l'effondrement complet de la société. Lorsqu'un suzerain était attaqué,
Il pouvait convoquer ses vassaux pour la guerre. Quand un vassal avait un litige territorial ou devait organiser le mariage de sa fille, il faisait appel à son suzerain pour obtenir de l'aide. Lorsqu'un nouveau roi était couronné, les grands seigneurs réunissaient leurs vassaux pour déclarer fidélité. C'était comme une symphonie de voix résonnant dans l'Europe féodale, chacune promettant loyauté à une autre, formant une trame invisible qui soutenait châteaux, villages et champs cultivés. La fidélité personnelle était le ciment de cette construction sociale, et les serments, ces colonnes. Avec le temps, ces relations se formalisèrent. Des documents appelés « Charte de Fiefmaku » virent le jour, enregistrant droits et devoirs entre seigneurs et vassals. Mais même avec le papier, ce qui faisait réellement fonctionner l'ensemble, c'était l'honneur. L'honneur valait plus que l'or. Un homme déshonoré perdait sa position, sa terre et parfois sa vie. La confiance était la monnaie des nobles, et la mémoire des serments était gardée avec la même dévotion que les reliques des saints. C'est pourquoi trahir un suzerain ou abandonner un vassal était perçu comme l'une des plus grandes transgressions possibles. Les conflits internes entre nobles, lorsqu'ils éclataient, n'étaient pas seulement des disputes territoriales. Ils représentaient des ruptures de pactes sacrés, des offensives contre l'ordre même du monde. La beauté et la complexité du système de suzeraineté et de vassalité résidaient précisément dans cet enchevêtrement entre le politique et le symbolique, entre le matériel et le spirituel. La terre était concédée, mais avec elle venait la parole. Et la parole, une fois donnée, ne pouvait être rompue sans conséquences profondes. Le vassal, bien qu'inférieur au seigneur, était souvent son confident, son bras droit, son conseiller. Il pouvait, dans certains cas, réunir assez de force et de prestige pour devenir l'égal, voire le supérieur de son ancien suzerain. C'est pourquoi les relations féodales étaient aussi des relations de tension, de vigilance constante, d'alliances stratégiques susceptibles d'évoluer avec le temps, mais toujours sous le poids du serment initial. Dans les froides nuits des châteaux de pierre, tandis que les torches brûlaient silencieusement dans les couloirs et que les sentinelles veillaient du haut des tours, nombre de ces serments étaient rappelés. Des chartes étaient lues à la lueur des bougies, des blasons étaient observés avec soin, et des décisions affectant des dizaines de fiefs étaient prises à voix basse. La fidélité était éprouvée sur les champs de bataille, dans les salles de banquet et dans les jugements secrets. Chaque vassal savait que sa vie, son honneur et sa subsistance dépendaient du maintien de cet équilibre délicat. Et chaque suzerain savait que son pouvoir n'était en vérité que la somme des promesses qu'il avait inspirées. Le monde féodal n'était ni uniforme ni figé. Il se transformait au gré des guerres, des mariages, des alliances et des trahisons. Mais le système de suzeraineté et de vassalité en constituait la base stable. C'était le tissu invisible qui liait seigneurs et serfs, chevaliers et clercs, rois et barons, une danse d'obligations mutuelles qui permettait au monde de continuer à fonctionner, lentement fragmenté à l'ombre de l'épée. Et ainsi, dans les profondeurs de ce silence médiéval, battait le cœur d'une société construite non par d'immenses armées ou de grands empires, mais par des paroles murmurées entre mains jointes, des promesses scellées entre hommes de chair et de fer, et par la terre qui les portait tous. Quand les premiers rayons du soleil dormaient encore derrière les montagnes, et que les branches des arbres demeuraient immobiles sous la rosée nocturne, un fief s'éveillait, sans hâte, sans éclat, mais au rythme serein d'un monde vivant en harmonie avec les saisons, les cycles de la terre et le silence du temps. Le fief, unité fondamentale de la société médiévale, n'était pas seulement une portion de terre divisée et cultivée. C'était un univers clos, autosuffisant, où chaque élément jouait son rôle dans un ordre soigneusement équilibré. C'est là, dans des frontières invisibles tracées non par des murs de pierre, mais par des serments, des traditions et des limites naturelles, que se déroulait la vie des seigneurs et des paysans. C'était la scène sur laquelle se jouait la pièce du monde féodal. Une pièce qui durerait des siècles. En entrant dans un fief, les yeux étaient immédiatement attirés par le château, structure la plus visible et symbole du pouvoir. En temps de paix, il était résidence. En temps de guerre, refuge et forteresse. Érigé sur le point le plus élevé de la région, construit en pierre massive, doté de tours de guet, de murailles et d'une cour intérieure, le château représentait le cœur politique et militaire du fief. Là vivait le seigneur féodal avec sa famille, ses chevaliers, ses serviteurs de confiance et parfois des chapelains. À l'intérieur, de grandes salles avec des cheminées réchauffaient les jours froids, des tapisseries suspendues
racontaient des batailles et des lignées, et de longues tables accueillaient les banquets des puissants. Le château n'était pas seulement un abri, il était un symbole d'autorité et de sécurité. Sa cloche pouvait convoquer tous les habitants en cas de menace, et ses murs conservaient les secrets des générations. Autour du château s'étendait le village, lieu de vie de la majorité des habitants du fief. De petites maisons en bois, chaumes et torchis, se regroupaient autour d'une place centrale, où se tenaient marchés, prières et jugements. Dans ces maisons vivaient les paysans qui cultivaient les terres et assuraient la subsistance de tous. Leurs existences étaient simples et répétitives, rythmées par le dur labeur, les prières et les fêtes saisonnières. À côté des maisons se trouvaient potagers, poulaillers, petits enclos et abris à outils. Le village était vivant, quoique discret. Les enfants couraient entre les arbres, les anciens racontaient des histoires au coin du feu, et le martèlement du forgeron ou le roulement des moulins composaient la bande sonore de ce monde. Plus loin, sur de vastes étendues, s'étendaient les champs cultivés, organisés en bandes alternant blé, orge, avoine et terre en jachère. Le système de rotation agricole assurait la fertilité du sol. Les paysans, souvent des serfs, passaient leur journée à labourer, semer, récolter, soigner le bétail et livrer une partie de leur production aux seigneurs sous forme de tribut. La terre se divisait entre la réserve seigneuriale, exploitée directement pour entretenir le château, et les attenures, portions attribuées aux paysans en échange de services et de fidélité. Chaque récolte se partageait selon des règles consacrées et immuables. Ce n'était pas du commerce, mais une obligation, un cycle social enraciné dans le sol. Le fief comprenait aussi des 10 moulins à eau ou à vent sépec, essentiels à la fabrication de la farine, ainsi que des ifourbano, où le pain était cuit sous la surveillance de l'intendant du seigneur. On y trouvait également le pressoir à vin, le grenier collectif, et très souvent une chapelle, ou église paroissiale, centre spirituel de la communauté. Là se déroulaient baptêmes, mariages et funérailles, sous les chants des moines ou des prêtres, et la présence constante de la croix rappelait à tous qu'au-dessus du Seigneur se tenait un Dieu vigilant et omniprésent. Les fêtes religieuses rythmaient le calendrier féodal, mêlant foi et quotidien, spiritualité et repos. La terre, considérée comme création divine, était travaillée avec crainte et gratitude. Le fief n'avait pas de murs clairs comme les cités romaines. Ses frontières étaient naturelles. Ruisseaux, forêts, sentiers, collines ou symboliques, transmises de génération en génération. Le paysan savait où il pouvait ramasser du bois, où finissait le champ du voisin et où commençait le territoire du fief voisin. Il existait rarement des cartes ou des registres précis. Le savoir était oral, transmis de père en fils. Toute violation de frontières pouvait provoquer des disputes entre seigneurs, des batailles rangées ou des raids éclairs. La vigilance était donc constante. Gardes et chevaliers patrouillaient aux limites du domaine. Même les forêts, malgré leur beauté paisible, étaient surveillées, car elles pouvaient abriter envahisseurs, loups ou déserteurs. Ce monde clos assurait une autosuffisance. Le fief produisait presque tout ce qu'il consommait: céréales, viande, tissus, outils, vin. Ce qui n'était pas produit localement était obtenu dans les foires régionales, troqué ou requis par des alliances avec des fiefs voisins. C'était un système où la monnaie circulait peu, où la valeur se mesurait en sacs de grains, en barriques de vin ou en journées de travail. L'économie féodale ne visait pas le profit, mais le maintien de l'ordre, la survie et le prestige. La terre ne circulait pas comme marchandise. Elle était symbole de pouvoir, de stabilité et d'honneur. Dans les nuits silencieuses, quand seuls les chouettes veillaient sur les granges et que les chevaux reposaient dans l'écurie, le fief respirait comme un organisme vivant. Chaque partie, le château, le village, les champs, les bois, remplissait sa fonction en harmonie avec les autres. Pas de précipitation, pas d'agitation. Le temps avançait au rythme des saisons. Le travail suivait le lever du soleil. La vie se renouvelait à chaque génération. Et le fief demeurait là, solide comme la roche, immobile comme la muraille, éternel comme le cycle même de la terre. Alors que les brumes du matin se dissipaient lentement sur les toits moussus et les murailles silencieuses du château, la figure du seigneur féodal surgissait comme l'axe invisible de toute la vie du fief. Il n'était pas seulement propriétaire de terre, mais aussi juge, guerrier, législateur local et souvent protecteur de la foi. La routine de cet homme n'était pas marquée par l'oisiveté ou le luxe constant, comme on l'imagine parfois,
mais par une suite de rituels, de décisions, de devoirs et de cérémonies qui maintenaient en équilibre fragile son domaine. Le fief, tel un corps vivant, respirait à travers les décisions et les actions du Seigneur, qui devait être fort, habile, généreux avec ses alliés et impitoyable envers ses ennemis. Dès l'aube, le Seigneur était éveillé par des serviteurs ou des écuyers, se lavait à l'eau tiède apportée dans des bassins de cuivre et revêtait ses vêtements, choisis selon l'occasion. Habits simples pour les inspections des terres, tuniques brodées pour les réunions officielles, cuir renforcé pour les chasses, armure partielle pour les entraînements militaires. Après un repas frugal de pain noir, de fromage et de vin léger, il se rendait dans la salle principale du château, où il écoutait les plaintes, réglait les litiges entre paysans, décidait des impôts et redistribution de terres, et supervisait l'administration locale. Il n'y avait pas de tribunaux séparés. La justice s'exerçait directement par lui, ou par un représentant de confiance, selon les coutumes du fief. Assis sur son siège surélevé, entouré d'écuyers et de scribes, il prononçait des sentences souvent brèves, mais définitives. Le temps libre, quand il existait, était consacré à la podchasse, non comme simple divertissement, mais comme démonstration de pouvoir, de maîtrise territoriale et de vigueur physique. La chasse était un rituel quasi sacré, pratiqué dans des forêts réservées, où le seigneur, accompagné de chevaliers, de chiens dressés et de sonneurs de cor, partait traquer sangliers, cerfs et renards. Elle servait aussi à entraîner ses hommes à la guerre, simuler des poursuites et renforcer la camaraderie entre vassaux. Chaque bête abattue était célébrée, et le banquet qui suivait constituait une manifestation de prestige. Ces festins seigneuriaux réunissèrent les nobles voisins, des clercs influents, des musiciens et des troubadours. On y entendait des luttes, des poésies d'amour courtois, des danses lentes et de longs toasts qui scellaient des accords tacites. Cependant, l'aspect le plus redouté et inévitable de la vie du seigneur féodal était la guerre. Il était, avant tout, un guerrier. Dès sa jeunesse, il était formé à manier l'épée, à dominer le cheval, à utiliser lance, arc et bouclier. Le fief n'était défendu ni par des armées permanentes, ni par des structures centralisées, mais par un groupe de chevaliers vassaux convoqués à tout moment. Le seigneur commandait ses troupes avec autorité absolue. Quand la guerre éclatait, il mobilisait ses hommes, préparait les armes du château, renforçait les palissades et menait souvent des sièges contre des forteresses rivales ou défendait ses terres contre des envahisseurs. La guerre médiévale était constante, faite d'escarmouches, d'embuscades, de petits sièges et de querelles territoriales. Le seigneur était toujours en alerte, et la victoire ou la défaite pouvait bouleverser le destin de sa lignée. Un autre pilier de la routine seigneuriale était le conseil et la politique interne. Un bon seigneur ne gouvernait pas seul. Il réunissait des conseillers, prêtres, chevaliers vétérans, intendants, et prenait des décisions collectives sur les récoltes, la construction de ponts, les punitions sévères ou les alliances matrimoniales. Les mariages étaient en effet traités comme des outils politiques. Un seigneur pouvait promettre la main de sa fille à un voisin en échange de la paix, ou épouser une veuve noble pour agrandir ses domaines. Chaque union était stratégique, chaque descendant un maillon de plus dans la chaîne du pouvoir. Les nobles savaient que leur nom valait autant que leur épée. Le soir, lorsque le château s'illuminait de torches et que le vent sifflait dans les couloirs de pierre, le seigneur pouvait encore être convoqué pour arbitrer des conflits urgents, recevoir des messagers des fiefs voisins ou accueillir des moines voyageurs en quête de soutien. Lors de nuits solennelles, il assistait à des passes-messes privées, célébrées dans la chapelle du château, et entendait des sermons sur ses devoirs de chrétien et de défenseur de la foi. Il n'était pas rare qu'un seigneur féodal donne des terres à des abbayes, finance la construction d'églises, ou fasse ériger des croix aux frontières de son domaine. Il savait que son âme, autant que son nom, avait besoin de protection éternelle. Avec les années, les seigneurs les plus sages devenaient des patriarches respectés, capables d'assurer des décennies de paix à leurs descendants. D'autres, au contraire, restaient dans les mémoires comme des tyrans, gouvernant d'une main de fer, entraînant leur peuple dans des guerres inutiles et laissant des fiefs ruinés. La réputation d'un seigneur se propageait dans les villages, traversait les foires, inspirait chansons et récits. Sa vie s'écrivait non sur des parchemins, mais dans la mémoire collective de ses vassaux, paysans et rivaux. Ainsi, entre le tintement des épées, l'odeur du pain cuit dans les salles, le bruit des sabots des chevaux et les sentences prononcées d'une voix ferme devant tous, le seigneur féodal maintenait son petit univers.
Un homme parmi les hommes, mais doté du pouvoir de façonner des destins, de consolider des alliances et d'assurer la continuité du cycle de la vie, jour après jour, saison après saison. Alors que la lumière n'effleure pas encore l'horizon et que les coqs n'osent que de timides chants sous un ciel couvert de nuages sombres, déjà les villages du fief s'animent. Dans les cabanes de bois et de torchis, construites de leurs propres mains, un homme se lève lentement. Ses muscles sont douloureux, ses mains calleuses, et son estomac gronde avec la même régularité que la terre doit être labourée. C'est un paysan, l'épine dorsale de la société féodale, le soutien silencieux d'un monde où les seigneurs détiennent le pouvoir, mais où les serfs maintiennent la vie. L'histoire du Moyen-Âge, bien que ses protagonistes se trouvent dans les châteaux et les églises, fut écrite pour l'essentiel par des mains couvertes de terre, par des pieds nus, par des corps courbés au fil des générations. Et c'est dans ce silence que commence la routine de ceux qui ne possédèrent pas de titre, mais portèrent le poids du monde sur leurs épaules. Le paysan médiéval se levait avant le soleil. Sa maison simple, faite de bois brut et recouverte de chaume, était partagée avec sa femme, ses jeunes enfants, et souvent avec de petits animaux, poules, porcs, parfois moutons. Le sol était en terre battue, les meubles rares et rustiques, et la chaleur provenait d'un foyer central alimenté par le bois ramassé dans les forêts du Seigneur. Là, il n'y avait aucun luxe, seulement l'essentiel, survivre. La première tâche du jour consistait à nourrir les bêtes, allumer le feu, préparer une bouillie d'avoine ou tremper un morceau de pain sec dans de l'eau chaude. Ensuite, sans répit, il partait pour les champs, avec houx, arères, paniers et, parfois, des bœufs maigres tirant des instruments rudimentaires de bois. L'essentiel du travail du paysan consistait à cultiver la métère du seigneur, appelée réserve seigneuriale. C'est là qu'il passait ses journées à cultiver blé, orge, seigle ou légumes. Seule une petite partie de la production était destinée à sa famille. L'autre partie, souvent la meilleure, était remise en guise de tribut au seigneur féodal. Ce tribut ne se limitait pas aux denrées. Il incluait des journées de corvée, des services obligatoires comme réparer des ponts, transporter des charges, servir comme soldat en temps de guerre ou construire des infrastructures. Beaucoup de paysans payaient aussi des hors-taxes pour utiliser le moulin, le four banal ou pour pêcher dans la rivière. Chaque service avait un coût et la monnaie était la sueur. La condition du paysan n'était pas uniforme. Il y avait le homme libre, qui pouvait négocier directement avec le seigneur, et le serf, attaché à la terre par des obligations héréditaires. Le serf ne pouvait quitter le fief sans permission, ne pouvait vendre ses terres, et devait au seigneur une partie de sa récolte, de son temps, et parfois même ses enfants. Mais malgré ces limitations, existait une sorte de pacte. Le seigneur offrait protection contre les pillards et ennemis extérieurs, et le paysan assurait nourriture et stabilité. C'était un échange inégal, mais profondément enraciné. Chacun savait que sans l'autre, le système s'effondrerait. Le seigneur possédait des épées, mais sans pain, il n'y avait pas d'armée. Le paysan cultivait la terre, mais sans murailles, il était livré aux dangers du monde. Malgré les épreuves, il y avait des instants d'allégresse. Les fêtes religieuses ponctuaient le calendrier, offrant repos, musique, danses en cercle, vin bon marché et chants transmis de génération en génération. Le mariage d'un jeune couple, une récolte réussie, la naissance d'un enfant ou la venue d'un troubadour ambulant étaient autant d'occasions de joie. La église, toujours au centre du village, était le seul endroit où le paysan pouvait se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Là, entre bougies allumées, images de saints et latins murmurés par le prêtre, il cherchait un sens à ses souffrances. La promesse du paradis était souvent le réconfort d'une vie de privation. Et la crainte de l'enfer, le frein qui maintenait l'obéissance. Mais le paysan n'était pas ignorant. Il savait lire les signes de la terre, prédire le temps par les nuages, comprendre le cycle des saisons, conserver les semences, préparer de simples remèdes à base d'herbes cueillies dans les bois. Ce savoir, non écrit, se transmettait de père en fils, par gestes, récits et pratiques. Chaque champ avait un nom, chaque arbre une signification. Le paysan connaissait l'âme du fief comme un marin connaît la mer. Il savait où poussèrent les champignons les plus rares, où le sol était le plus fertile, où la rivière débordait aux pluies. Sa sagesse était silencieuse, mais indispensable. La vieillesse arrivait tôt pour le paysan. Beaucoup mouraient avant 40 ans, consumés par la maladie, la faim ou l'usure d'une vie harassante.
Il n'y avait pas de médecins dans le fief, seulement des guérisseuses, des moines herboristes et la foi. À sa mort, il était enterré dans le petit cimetière près de l'église, sans tombe sculptée, sans inscription, mais sa mémoire survivait dans la terre qu'il avait cultivée, dans les enfants qui suivaient ses pas et dans la routine immuable. Le monde pouvait changer au-delà des frontières du fief, mais là, dans cet univers clos, tout demeurait identique. La vie du paysan médiéval était donc faite de cycles: semer, récolter, payer, obéir, prier, espérer. Il y avait souffrance, certes, mais aussi appartenance. Il faisait partie d'un tout, d'un ordre visible et concret. Même opprimé, il connaissait sa place. Et dans cette place, il trouvait une forme de paix silencieuse. Le soir, épuisé, il s'allongeait auprès de sa famille, écoutant le vent s'engouffrer par les fissures de la cabane et les grillons chanter sous la lune. Puis, il dormait, le corps fatigué, mais le cœur en paix, car il savait que, le lendemain, la terre l'appellerait de nouveau. Et il répondrait. Dans le silence absolu des nuits médiévales, quand même le coq n'ose chanter et que les vents murmurent dans les bois comme des prières oubliées, un son traverse l'obscurité, avec douceur et solennité, le tintement d'une cloche. Elle résonne depuis la tour de pierre d'une petite église au centre du fief, rappelant que le monde, même plongé dans les ténèbres, demeure sous le regard attentif de Dieu. Ce son si simple révèle l'une des vérités les plus profondes de l'univers féodal. L'Église était omniprésente, dans les cœurs comme dans les structures de la société. Elle était foi, mais aussi pouvoir, consolation, mais aussi contrôle, le seul pont entre le terrestre et l'éternel. Et au cœur du féodalisme, elle ne prêchait pas seulement, elle gouvernait. L'Église médiévale n'était pas une institution lointaine, confinée à de grands monastères ou cathédrales. Elle était présente dans chaque fieflin, même le plus isolé. Il y avait toujours au moins une église paroissiale, avec un prêtre célébrant messe, baptême, mariage et enterrement. Mais au-delà des rites spirituels, le prêtre était aussi conseiller, éducateur et souvent le seul à savoir lire et écrire dans toute la région. Il enregistrait naissances et récoltes et représentait parfois le peuple auprès du Seigneur. À l'autel, il prononçait des paroles sacrées. Hors de l'Église, il était gardien des péchés et des réconciliations. Son pouvoir n'était pas celui de l'épée, mais de la parole, et son autorité était crainte autant que celle du suzerain. Plus encore, l'Église était aussi une puissance économique. Au fil des siècles, elle accumula terres, châteaux, moulins, vignobles et même villages entiers. Beaucoup de monastères bénédictins et cisterciens fonctionnaient comme de véritables centres d'administration territoriale. Les moines ne faisaient pas que prier. Ils cultivèrent la terre, rédigeaient des documents, enseignaient la médecine, copiaient les manuscrits antiques et administrèrent les ressources avec précision. L'Église percevait la quote d'imservice, le 10e de toute production paysanne, destinée à entretenir la foi et les services liturgiques. Mais ces dîmes servaient aussi à maintenir le luxe du haut clergé, à construire des églises somptueuses et à financer de lointaines croisades. La hiérarchie ecclésiastique était complexe et puissante. Au-dessus des prêtres locaux se trouvaient les évêques, qui gouvernaient des diocèses entiers, parfois avec un pouvoir égal ou supérieur à celui des comtes et ducs. Au-dessus d'eux, les archevêques. Et au sommet, le pape à Rome, figure suprême de la foi chrétienne, considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Dans un monde sans imprimerie, sans radio, sans communication rapide, la parole du pape était répétée dans les chaires, copiée sur parchemin et résonnait dans les cathédrales comme un commandement divin. Roi s'agenouillait devant lui, Seigneur cherchait sa bénédiction avant de marcher, et même les empereurs trouvaient dans son approbation la légitimité de leur trône. L'Église ne se contentait donc pas d'influencer. Elle définissait ce qui était juste et ce qui était péché, ce qui était sacré et ce qui était malédiction. Dans les heures les plus sombres, la foi chrétienne était le dernier refuge d'espérance. La promesse de la vie éternelle réconfortait les paysans. L'image du Christ crucifié, accrochée au mur de torchis et de pierre, rappelait à tous que la souffrance terrestre était passagère et qu'une récompense existait au-delà de la mort. Cette croyance profonde maintenait l'ordre social. Le serf acceptait sa condition, croyant que son humilité serait récompensée. Le noble croyait que sa générosité achetait le pardon. Les pénitences, jeûnes, confessions et pèlerinages faisaient partie du quotidien.
Il y avait la crainte de l'enfer, mais aussi la confiance dans les miracles. Et chaque saint avait sa fonction: protéger les malades, bénir les récoltes, guérir les affligés ou veiller sur les enfants. L'Église était aussi la gardienne du savoir unu. Dans une Europe où l'analphabétisme dominait, les monastères préservaient les œuvres d'Aristote, de Cicéron, de Galien, d'Augustin. Des moines copistes passèrent des heures à transcrire les livres anciens, illuminant les pages de pigments rares, dessinant des lettres comme des bijoux. C'était là que le savoir de l'Antiquité survivait. Et avec les écoles cathédrales, souvent dirigées par des moines, naquit une nouvelle élite intellectuelle, qui des siècles plus tard donnerait naissance aux premières universités d'Europe. Cependant, le pouvoir de l'Église s'exerçait aussi par le contrôle et la peur. L'excommunication, bannissement de la communauté chrétienne, était l'une des sanctions les plus redoutées. Un homme excommunié était traité comme mort vivant. Aucun fidèle ne pouvait lui adresser la parole, l'accueillir ou même l'enterrer en sol consacré. Il y avait aussi les hérésies, mouvements jugés dangereux, réprimés avec sévérité par l'Inquisition. Au nom de la pureté de la foi, beaucoup furent persécutés, jugés et condamnés au bûcher. Le pouvoir spirituel de l'Église s'étendait jusque dans les tribunaux, sur les champs de bataille, dans les décisions politiques. Rien n'échappait à son regard. Et pourtant, malgré ses excès, l'Église restait pour la majorité le visage visible de la miséricorde divine. Elle baptisait le nouveau-né, bénissait le pain, accueillait le mourant. Ses cloches rythmèrent le temps. Ses prières accompagnaient récoltes et funérailles. Sa présence était constante, réconfortante. Comme une mère sévère mais dévouée, elle guidait le peuple avec fermeté et promesse de rédemption. Ainsi, lorsque la nuit tombait sur le fief et que le dernier paysan éteignait sa lampe, la seule lumière qui restait allumée était celle de la chapelle, où un moine priait encore. Pour tous, pour chacun, pour un monde de foi et de terre, de croix et d'épée, de genoux pliés et de mains calleuses. Et dans ce silence sacré reposait le pouvoir le plus profond du Moyen-Âge, celui de la foi qui touchait tout, guidait tout, justifiait tout. Tandis que la brume nocturne s'étire dans les vallées et que le monde repose encore sous l'épais manteau de la nuit, il existe un lieu où la vie commence avant même le premier chant du coq, non par le tintement des armes, ni par le bruit des roues, mais par le doux murmure d'une prière. Là, derrière de hauts murs et des fenêtres étroites, parmi l'odeur du parchemin, de l'encre et de la cire fondue, s'élève le monastère, refuge du savoir et de la contemplation, où des moines, éloignés du tumulte de la vie féodale, consacrent leurs jours à Dieu, au silence et à la connaissance. Dans l'immensité d'une Europe rurale et fragmentée, les monastères étaient comme des îles d'ordre, foyers de discipline et d'études dans une mer d'ignorance et de chaos. Et là, entre ces murs épais et froids, se déployait l'une des missions les plus silencieuses et les plus grandioses du Moyen-Âge, la préservation de la mémoire humaine. Les monastères médiévaux, inspirés par la règle de Saint-Benoît et plus tard renforcés par les réformes cisterciennes et clunisiennes, fonctionnaient comme de petites cités autosuffisantes. Leurs murs protégeaient non seulement les moines, mais aussi jardins, vergers, vignobles, étables et ateliers. La vie y suivait un rythme rigoureux, marqué par les prières des heures canoniques. Matines, laudes, tierces, sextes, nonnes, vêpres et complis. Toutes les 3 heures, les cloches sonnaient, et les moines se rendaient à l'église pour chanter les psaumes en latin. Entre ces offices, ils se partagèrent les tâches. Certains s'occupèrent des cultures, d'autres de la cuisine, de l'infirmerie, de l'accueil des voyageurs, et les plus instruits, de la copie des manuscrits. Au cœur du monastère se trouvait un espace sacré, silencieux comme une cathédrale intérieure, le Pamascriptorium. C'est là que les moines copistes travaillaient, assis des heures durant, penchés sur des pupitres de bois, à la lumière tamisée des hautes fenêtres ou des chandelles soigneusement disposées, dans leurs mains des plumes d'oie, des encres à base de suie, de minéraux et de plantes. Sur leur table, des feuilles de parchemin en peau d'agneau lisses et souples attendaient les mots tracés avec une précision minutieuse. Ils copiaient, lettre par lettre, signe par signe, les œuvres des anciens Grecs et Romains, les pères de l'Église, ainsi que des traités de médecine, de philosophie, d'astronomie, de théologie et de poésie. Chaque livre copié était une véritable richesse. Certains manuscrits recevaient des enluminures, c'est-à-dire des miniatures colorées, illustrant des scènes religieuses.
des marges décorées de fleurs, de dragons, d'oiseaux et des lettrines peintes à l'or. Ce travail pouvait durer des mois, parfois des années. Le résultat final était conservé avec vénération dans les beaux bibliothèques monastiques, dont certaines abritaient des centaines de volumes uniques, inexistants ailleurs en Europe. Grâce à ces moines, la civilisation occidentale ne perdit pas entièrement l'héritage de penseurs tels que Platon, Aristote, Galien, Boès, Saint-Augustin et bien d'autres. Dans un monde sans imprimerie, sans universités accessibles au peuple, sans réseau de diffusion des idées, les moines étaient les ultimes gardiens du savoir. Mais le rôle des monastères dépassait celui de copistes. Ils étaient centres de charité, lieux d'accueil des pèlerins, écoles pour les enfants pauvres, refuges pour les malades et dispensaires rudimentaires, où les moines préparaient onguents et infusions à base de plantes et soignaient par des remèdes simples mêlés à la foi. Certains consacraient leur vie à l'observation du ciel, à la classification des herbes médicinales ou à l'expérimentation de nouvelles techniques agricoles. D'autres rédigeaient des chroniques et journaux, relatant le quotidien, les événements politiques, les éclipses et les catastrophes. Ce que nous savons aujourd'hui de nombreux siècles médiévaux, nous le devons à ces plumes silencieuses courant sur le parchemin pendant que le monde dormait. Le silence dans les monastères n'était pas pesant, il était sacré. Les moines ne parlaient que par nécessité. Leur dialogue était avec Dieu, avec les textes, avec le temps. Ils jeûnaient, méditaient et vivaient dans de petites cellules, avec des lits de bois, des habits simples et une croix au-dessus de la porte. Leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance les éloignaient des vanités du monde. Mais, paradoxalement, ils comptaient parmi les hommes les plus instruits et influents du Moyen-Âge. De puissants abbés conseillaient rois et princes, recevaient des ambassades et rédigeaient parfois des traités de paix. Et en temps de guerre, de nombreux monastères offraient refuge aux paysans et protégeaient reliques et manuscrits précieux, sauvegardant non seulement des vies, mais aussi l'héritage spirituel d'un peuple. Il n'y avait pas de séparation entre foi et raison dans ces murs. Lire était une forme de prière, écrire, un acte de dévotion. Le savoir n'était pas considéré comme un bien à posséder, mais comme un don divin à préserver et à transmettre. La sagesse n'était pas une fin en soi, mais un chemin vers la compréhension de Dieu. Ainsi, sans le savoir, ces moines sauvèrent ce qui restait du monde antique et semèrent les germes de la Renaissance. C'est pourquoi, lorsque nous regardons les siècles passés dans le silence des monastères, nous devons le faire avec respect et admiration. Car tandis que les rois guerroyaient, que les seigneurs se disputaient des terres et que le peuple souffrait de la famine et de la peste, il y avait toujours un moine qui, dans le silence, ouvrait un livre, trempait sa plume dans l'encre et continuait à écrire, lettre après lettre, la mémoire de l'humanité. Alors que l'aube se levait timidement derrière les collines embrumées et que la rosée se dissipait sur les champs endormis, une silhouette apparaissait au loin, un homme à cheval, vêtu d'une cotte de maille, qui brillait sous la faible lumière du matin, un bouclier sur le dos et une lance ferme à la main. Ce n'était pas seulement un guerrier, c'était un chevalier. La figure du chevalier médiéval n'était pas seulement celle d'un combattant au service du seigneur féodal, mais aussi un symbole de pouvoir, d'honneur et de foi. Dans le paysage du Moyen-Âge, où le monde reposait sur les épées et les prières, les chevaliers incarnaient l'idéal de l'homme vertueux et courageux, capable de défendre les faibles, de protéger l'Église et de maintenir l'ordre féodal. Le chemin pour devenir chevalier commençait dès l'enfance. Les fils de nobles, dès l'âge de 7 ans, étaient envoyés dans d'autres châteaux comme Spéjécé pour y apprendre les bonnes manières, l'art de la chasse, l'usage des armes et surtout l'obéissance. À 14 ans, ils devenaient écuyers, accompagnant des chevaliers expérimentés sur les champs de bataille, les servant lors des campagnes et s'entraînant intensivement à manier l'épée, la lance, l'arc et à dominer le cheval. Ce n'est qu'à 21 ans, après avoir prouvé bravoure et fidélité, qu'ils étaient adoubés lors d'une cérémonie solennelle d'investiture, comprenant bain purificateur, veillée de prière, et enfin, remise de l'épée et des éperons par un seigneur ou même par le roi. Dès lors, leur vie appartenait à un idéal supérieur, celui de la chevalerie. Mais qu'était cette chevalerie? Plus qu'une classe militaire, c'était un code de conduite, une philosophie de vie fondée sur l'honneur, la loyauté, la courtoisie et le courage. Le chevalier devait protéger les faibles, être généreux envers les pauvres, respecter la parole donnée
agir noblement même face à l'ennemi et surtout défendre la foi chrétienne. Cet idéal fut façonné au fil des siècles par l'Église, qui voyait dans les chevaliers non seulement des guerriers, mais des paladins du christianisme, prêts à combattre les hérétiques, protéger les pèlerins et partir en croisade. Il n'était pas rare qu'ils portent des scapulaires sous leur armure, qu'ils conservent des reliques de saints et fassent vœu de pureté avant les batailles. Pour eux, la guerre était aussi un acte sacré. En dehors des batailles, les chevaliers brillaient dans les co-tournois, grands événements réunissant nobles de différents fiefs pour démontrer force et habileté. Lors de ces joutes, 2 chevaliers s'affrontaient à cheval, cherchant à se désarçonner avec de lourdes lances, sous les acclamations d'une foule. Ces tournois étaient accompagnés de musique, de danse, de défilés de bannières et de dames nobles qui soutenaient leurs champions. La victoire apportait renommée, cadeaux, armoiries et parfois l'amour d'une demoiselle. Mais ce n'était pas que des jeux. Ces tournois servaient aussi de véritables entraînements militaires, permettant de dompter l'adrénaline, de calculer le moment de l'assaut et de supporter la douleur. Les chevaliers étaient aussi imprégnés de l'amour courtois, une forme raffinée d'adoration vouée à des dames souvent inaccessibles, célébrées par les troubadours dans chants et poèmes. C'était un jeu subtil de regards, de gestes et de paroles, où le chevalier se déclarait serviteur éternel de sa dame, même de loin, même sans retour. Cet idéal marqua profondément la littérature, l'art et le comportement noble. L'image du chevalier agenouillé devant sa dame, jurant fidélité éternelle, devint un archétype qui résonne encore aujourd'hui. Cependant, derrière cet idéal, la réalité des chevaliers était parfois brutale. Beaucoup se comportaient en mercenaires, pillant au service du seigneur le plus généreux. Certains s'emparèrent de terres par la force, exploitaient les paysans et imposaient de lourds tributs. L'Église, consciente de ces excès, tenta de canaliser leur violence par des mouvements tels que la paix de Dieu et la trêve de Dieu, qui interdisaient d'attaquer civils, églises et marchés certains jours de la semaine ou périodes de l'année. La guerre devait avoir des limites. Le chevalier, même armé, devait être guidé par des principes. Mais tous n'obéissaient pas. L'apogée de la chevalerie se situa entre les XIe et XIIIe siècles, durant les croisades, quand des milliers de chevaliers européens partirent vers l'Orient, mus par la foi, la gloire et la promesse du salut. C'est là que la chevalerie atteignit son sommet, mais aussi commença son déclin. Peu à peu, l'essor des armes de siège, de l'infanterie organisée et des techniques militaires nouvelles réduisit l'importance du chevalier monté. À la fin du Moyen Âge, beaucoup n'étaient plus que des figures décoratives, symboles d'un temps révolu balayé par la poudre à canon et la centralisation des royaumes. Et pourtant, même après leur chute, l'image du chevalier resta gravée dans la mémoire collective. Il survécut dans les légendes du roi Arthur, dans les romans de chevalerie, dans les tapisseries et vitraux des cathédrales. Sa silhouette, droite sur son cheval, armure étincelante, regard fier et épée en main, devint le symbole éternel d'un idéal humain, la quête de justice, de courage et d'honneur au milieu des ténèbres du monde. Quand le soleil se couchait sur les champs et que les dernières lances étaient rangées dans les salles de pierre, que les chevaux repus s'endormaient et que les casques reposaient sur les bancs de bois, les chevaliers se retiraient en silence. L'armure était lourde, mais le point le plus grand restait celui de porter un nom, un serment et un idéal. Et même dans leurs rêves, ils continuaient à chevaucher. Dans la pénombre douce de l'aube médiévale, lorsque le silence repose encore sur les champs humides et que les cheminées du château brûlent timidement pour réchauffer les premiers couloirs de pierre, les femmes s'éveillent à une vie de rôle discret, mais essentiel. Dans le monde féodal, elles ne brandissaient pas l'épée, elles ne commandaient pas d'armée, du moins pas ouvertement. Mais elles étaient partout, dans les salles, les cuisines, les chambres, les champs, les églises, les couvents. L'histoire des femmes médiévales est semblable à une tapisserie brodée à la main, faite de points minuscules, mais qui, une fois rassemblée, révèle toute la richesse et la complexité de la société qu'elles ont contribué à soutenir. Entre dames nobles et paysannes humbles, une constante demeurait, le travail, le devoir et le silence par lesquels elles portaient le cœur du fief. Dans les hautes tours des châteaux, vivaient les dames de la noblesse, préparées dès l'enfance aux rituels de la cour, aux mariages arrangés et à la sauvegarde de l'honneur familial. Beaucoup étaient promises avant même l'adolescence, afin de sceller des alliances entre familles rivales ou d'unir des terres par la dot.
Mais loin de l'image fragile et décorative que les récits postérieurs ont voulu peindre, ces femmes étaient administratrices attentives, éducatrices, gardiennes des lignées. Lorsque leurs maris partaient à la guerre ou en croisade, c'étaient elles qui géraient le fief, supervisèrent les récoltes, collectèrent les impôts, négociaient avec les vassaux, organisaient les défenses et maintenaient la paix. Assises au sommet de leur tour, les clés du château à la ceinture, elles étaient la force invisible qui faisait tourner la machine féodale. En plus de ce rôle politique et administratif, les dames cultivaient les arts de la couture, de la broderie, de la musique et de la lecture des psaumes. Certaines connaissaient le latin, d'autres rédigèrent des lettres en ancien français ou en langue locale, mais toutes maîtrisaient parfaitement les codes sociaux du fief. Elles enseignaient à leurs filles l'art de coudre et à leurs fils celui de se comporter en futurs chevaliers. Beaucoup patronnaient des églises, faisaient don de terres aux monastères et étaient respectées pour leur piété. Certaines devenaient régentes, abbesses puissantes, voire guerrières, comme Aliénor d'Aquitaine, qui chevaucha en campagne aux côtés d'un roi. Dans les salles éclairées à la chandelle, leur voix, leurs regards et leurs gestes pesaient dans les décisions et les pactes. Dans les mots de village et les champs, la vie des femmes paysannes était marquée par une autre force, la résistance quotidienne. Dès l'enfance, elles aidaient aux travaux agricoles, transportaient l'eau du puits, broyaient les grains, faisaient le pain, cousaient les vêtements et élevèrent les enfants. Lorsque leur mari était appelé aux guerres ou aux corvées, elles prenaient en charge toute la culture. Beaucoup donnaient naissance seules, aidées de sages-femmes, et élevaient leurs enfants avec des moyens très limités. Leurs mains connaissaient le poids des outils autant que la délicatesse des soins au foyer. Certaines savaient employer des herbes médicinales, préparer des onguents et traiter les blessures. D'autres transmettaient contes, prières et traditions à la génération suivante, savoir qui ne venait pas des livres, mais de l'expérience. Les femmes occupaient aussi une place religieuse importante. Beaucoup trouvaient refuge dans les couvents Zhou, où elles accédaient à l'éducation, au silence et à une certaine indépendance. Les moniales copiaient des textes, cultivaient des jardins, instruisaient les jeunes filles nobles et priaient sans cesse. Certaines devenaient abbesses à la tête de couvents riches, avec un pouvoir comparable à celui des évêques et des seigneurs. Loin de la vie conjugale, elles préservaient des reliques, cultivaient le savoir et conseillaient parfois des nobles. Pour beaucoup, la foi était la seule voie d'expression dans un monde gouverné par des hommes. Dans le chant des psaumes et les pages des Écritures, elles trouvaient consolation et sens. Cependant, les femmes affrontaient de sévères limites. L'Église les associait à la faiblesse, à la tentation et à l'héritage du péché originel. Dans les procès, leurs paroles valaient moins. Leurs droits sur les terres et héritages m'étaient restreints. Les mariages forcés, la violence domestique et la soumission légale étaient monnaie courante. La veuve occupait une position ambivalente, respectée pour sa maturité, mais souvent convoitée ou méprisée. Pourtant, beaucoup de femmes s'affirmaient par leur intelligence, leur piété, leur habileté ou leur pure force de caractère. Leurs voix ne furent pas consignées avec autant de vigueur que celles des hommes, mais elles résonnent dans les interstices des documents, dans des lettres conservées, dans les récits de pèlerins et les chroniques de moines. Dans les salles des châteaux et les cuisines de pierre, aux fenêtres des tours et dans les champs de blé, dans les prières nocturnes et les chansons populaires, demeure le témoignage silencieux de la moitié de l'humanité qui porta le monde féodal par sa résilience et sa foi. À la fin du jour, lorsque le château se repliait et que les maisons des villages s'assombrissaient, c'était la femme qui couvrait les enfants, préparait le dernier repas, éteignait le feu et murmurait une prière. Dans le monde féodal, elle n'était pas au centre du pouvoir, mais sans elle, rien de ce qui se dressait à l'extérieur ne tiendrait debout à l'intérieur. Lorsque le soleil se couchait derrière les collines et que les cloches du monastère annonçaient les vêpres de leurs notes graves et espacées, une rumeur lointaine parcourait les routes. La terre sainte était menacée et il appartenait aux fidèles de la reconquérir. Cet appel, franchissant frontières, mers et montagnes, donna naissance au plus vaste et sanglant mouvement religieux et militaire du Moyen-Âge, les croisades. Pendant près de 2 siècles, des milliers de chevaliers, nobles, paysans, marchands, moines et mendiants quittèrent ce fief, familles et certitudes, pour marcher vers l'Orient au nom de la foi. Mais derrière la croix brodée sur leur tunique se cachait un entrelac d'intérêts politiques, économiques et sociaux, et avec lui,
la tentative de exporter le féodalisme au-delà de l'Europe. La première croisade fut proclamée en 1095 par le pape Urbain II, lors du concile de Clermont. Dans un discours enflammé, il appela les chrétiens d'Occident à prendre les armes pour libérer Jérusalem des musulmans seldjoukides. La promesse était alléchante. Qui mourait en croisade voyait ses péchés remis et son salut assuré. La réponse fut immédiate. Les seigneurs y virent une chance d'agrandir leur domaine, d'acquérir richesse et prestige. Les chevaliers appauvris cherchaient gloire et terre. Les paysans et pèlerins espéraient un renouveau spirituel, parfois aussi une échappatoire à leurs dettes. Ainsi, des foules entières partirent vers l'Orient, laissant derrière elles des fiefs désormais administrés par épouses, enfants ou régents. En route vers Jérusalem, les croisés traversèrent Byzance, l'Anatolie, la Syrie et la Palestine, affrontant faim, maladie, embuscades et batailles. En 1099, ils conquirent Jérusalem et y fondèrent des États latins, le royaume latin de Jérusalem, le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli. Dans ces terres, ils tentèrent de reproduire leur monde. Instauration du système féodal, distribution des terres aux vassaux, construction de châteaux à l'européenne, organisation de tribunaux, églises et impôts. Mais entourés d'ennemis, loin du soutien direct de l'Occident et souvent divisés entre eux, leur modèle féodal se heurtait aux réalités du désert et à des cultures aussi anciennes que puissantes. Les croisades suivantes, la deuxième, la troisième, la quatrième, furent marquées par des échecs et des rivalités entre rois européens. Néanmoins, leur impact fut profond. Elles ouvrirent de nouvelles routes commerciales entre l'Europe et l'Orient, favorisèrent un échange culturel et introduisirent de nouveaux produits, sucre, épices, étoffes orientales, parfums, instruments de navigation. Elles ravivèrent aussi l'intérêt pour le savoir du monde islamique. Traités de médecine, de mathématiques, de philosophie et d'astronomie furent traduits et apportés aux monastères et écoles d'Europe. La chevalerie croisée, autrefois guidée seulement par la ferveur, revenait chargée de soieries, de manuscrits d'alchimie et de cartes arabes. En même temps, les croisades ruinèrent de nombreux seigneurs qui perdirent terre, fortune ou vie. Cela affaiblit le pouvoir local et renforça les monarchies, qui centralisaient de plus en plus l'autorité. Des rois comme Philippe II de France ou Richard Cœur de Lion d'Angleterre devinrent les symboles d'un temps nouveau, où le pouvoir ne serait plus fragmenté dans les châteaux, mais réuni sous une seule couronne. L'Église, un temps renforcée, fut peu à peu remise en question pour ses alliances politiques, sa corruption et la violence exercée au nom de la foi. Les croisades, censées purifier l'esprit chrétien, révélèrent les contradictions d'une Europe partagée entre ciel et ambition terrestre. En dehors de l'Orient, d'autres croisades furent lancées en Europe même. La croisade contre les Albigeois, dans le sud de la France, montra que l'épée croisée pouvait aussi se tourner contre des chrétiens. Les croisades du Nord, contre Slaves et Baltes, cherchaient à étendre christianisme et féodalisme jusqu'aux confins du continent. À chaque fois, elles apportaient plus que la religion. Elles emmenaient le modèle féodal avec ses seigneurs, ses vassaux, ses impôts, ses églises et ses châteaux. C'était la tentative d'imposer une logique médiévale à des peuples aux traditions différentes. Lorsque les derniers royaumes latins d'Orient tombèrent, à la fin du XIIIe siècle, les survivants revinrent dans une Europe déjà transformée. L'économie changeait, les villes croissaient, les rois concentrèrent le pouvoir. Les paysans, plus conscients de leur poids, commençaient à contester les charges. Et le féodalisme, encore dominant, montrait ses premiers signes d'usure. Les croisades, en voulant projeter le modèle féodal hors d'Europe, avaient ironiquement accéléré son déclin. Et dans le silence des églises désertes de Jérusalem, parmi les ruines des châteaux croisés perdus dans le désert, et dans les chansons qui résonnaient encore dans les tavernes de France et de Germanie, demeurait le souvenir d'un temps où des hommes avaient suivi la croix pour trouver le paradis et étaient revenus avec l'âme pleine de questions, de l'or dans les poches et la nostalgie du foyer. À l'aube d'un jour quelconque du bas Moyen-Âge, lorsque les cloches du monastère faisaient déjà résonner leurs notes, au-dessus des champs trempés de rosée, et que les premières charrettes grinçaient sur les chemins de terre battus, une nouvelle scène se dessinait à l'horizon du fief. Ce n'étaient pas des chevaliers, ni des moines, ni des seigneurs, mais des rois marchands, des artisans, des paysans chargés de sacs de grains, des femmes portant des paniers de fromage et de pain, des rois monnayeurs, orfèvres, tanneurs,
tous convergeant vers un même point, la foire médiévale. À chaque pas, la terre féodale, si stable et apparemment immuable, cédait peu à peu sous la force vibrante d'un nouveau type de vie, la vie urbaine. Et avec elle, apparaissaient les premières fissures dans le système féodal, solidement ancré dans la terre, la hiérarchie et la tradition. Pendant des siècles, l'Europe rurale fut marquée par de petites communautés isolées, des fiefs produisant uniquement ce qu'ils consommaient, où le commerce était rare et la monnaie presque absente. Mais entre les XIe et XIIIe siècles, des changements lents et profonds commencèrent à s'insinuer dans les failles de cet ordre. Les récoltes s'améliorèrent grâce à l'usage de la charrue de fer et à l'assolement triennal. La population augmenta. Les excédents agricoles rendirent possibles les échanges. Et là où il y a échange, il y a rencontre. Et là où il y a rencontre, naît le bourg. Et avec lui la graine d'une nouvelle ère. Les nabourgs médiévaux n'étaient pas de simples regroupements de maisons. C'étaient de véritables noyaux de transformation, où paysans, serfs fugitifs, artisans itinérants et jeunes ambitieux cherchaient une vie différente de celle offerte par les champs. Beaucoup naissaient à des carrefours de routes, près de ponts, de ports ou de forteresses. Certains grandissaient autour de monastères et d'églises, d'autres sous la protection d'un château. Peu à peu, ils se dotaient de murailles, d'un marché régulier, d'une place publique, d'une église paroissiale, et parfois même de rudimentaires formes d'autonomie. La ville médiévale n'était pas libre comme nos villes modernes, mais elle était plus fluide que le fief. Ici, le nom importait moins que le métier, et la naissance commençait à compter moins que le talent. Les Foirsaukunds, organisées à des dates précises dans des lieux connus, devinrent des événements à l'échelle régionale. Elles pouvaient durer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. On y vendait de tout, des draps de Flandre, du sel méditerranéen, des épices venues d'Orient, des fourrures du Nord, des outils, de la cire, du vin, de l'huile, des manuscrits, des reliques, des images de saints. La diversité des produits et des personnes transformait ces foires en carrefours culturels animés. Les noms et les langues se mêlaient, les nouveautés circulaient, et plus encore que des marchandises, on échangeait du savoir, des expériences, des visions du monde. La vie urbaine, presque disparue depuis Rome, retrouvait un souffle. Avec ce renouveau commercial et urbain, émergea une nouvelle classe sociale, la bande bourgeoisie. Les bourgeois n'étaient ni nobles ni serfs. Ils étaient nos marchands, banquiers, artisans, maîtres d'ateliers et chefs de guildes. Ils vivaient non pas de la possession de terres, mais de leur habileté à négocier, produire, entreposer et faire circuler les biens. Certains n'étaient que de simples habitants de bourg, mais d'autres s'enrichirent au point de financer des cathédrales, de soutenir des ordres religieux, ou même de prêter de l'argent au roi. Leur pouvoir croissait lentement, mais sûrement. Ils cherchaient à obtenir des chartes de franchise, qui leur donnaient autonomie vis-à-vis du seigneur local, liberté de gérer leurs impôts, leurs tribunaux et parfois même d'élire leurs représentants. Ces chartes, scellées par des rois ou de puissants seigneurs, marquaient le début de la liberté urbaine. Avec les bourgs et les foires, l'argent recommença à circuler. L'usage des pièces se répandit. Les poids et mesures furent normalisés. Apparurent les guildes et corporations de métiers, qui régulaient la production urbaine, fixaient prix et règles, formaient les apprentis. Les rues, encore boueuses et traversées d'égouts à ciel ouvert, s'animaient d'une activité constante. Les cloches ne rythmaient plus seulement la messe, mais aussi le commerce. Les sonneries se mêlaient désormais aux cris des marchands et aux coups de marteau dans les forges. C'était un nouveau son, un nouveau rythme, une nouvelle logique, la logique de l'échange et du mouvement. Mais le féodalisme, si profondément enraciné, en ressentit l'impact. Des paysans fuyaient vers les villes, attirés par la promesse de liberté. L'air de la ville rend libre, disait un proverbe de l'époque. Beaucoup de seigneurs réagirent avec sévérité, tentant de freiner l'exode rural. D'autres, plus avisés, comprirent que les villes pouvaient être source de richesse et commencèrent à protéger et exploiter les foires. L'Église, elle, oscillait entre méfiance et intérêt. D'un côté, elle condamnait la cupidité urbaine, de l'autre, elle profitait des dîmes et des dons des nouveaux riches. Ainsi, fief et bourg coexistaient, parfois en tension, parfois en alliance, dans un duel silencieux entre tradition et innovation. Avec le temps, les villes grandirent, et avec elles naquit la conscience qu'un autre monde était possible. Dans les rues étroites et bondées,
Dans les ateliers éclairés à la chandelle, sur les bancs des foires, dans les mots audacieux des marchands et les pièces qui passaient de main en main, germait l'esprit d'une ère nouvelle. Le fief restait puissant, mais il n'était plus l'unique horizon. Ainsi, tandis que la nuit tombait sur les champs figés du seigneur féodal, des lumières scintillaient aux fenêtres des bourgs et le tumulte des marchés se prolongeait au-delà du crépuscule. C'était le signe qu'un nouveau monde se levait, non par les guerres, mais par les échanges, non par les épées, mais par les paroles, non par les murailles, mais par les chemins ouverts. À mesure que les premiers lampadaires s'allumaient dans les ruelles étroites et que le jour cédait lentement au crépuscule, un nouveau rythme s'imposait, celui des transactions, des contrats, des navires et des caravanes. Ce n'était plus le tintement des épées, ni le chant des moines qui dominait la scène, mais le son métallique des pièces, le grincement des charrettes chargées de draps, le murmure constant des places bondées. Naissait silencieusement le renouveau urbain, un phénomène qui réorganisait l'Europe, non par décret royal, mais par nécessité, astuce et opportunité. Le commerce, endormi depuis l'effondrement romain, s'éveillait avec vigueur, et avec lui grandissait une nouvelle classe, l'habile bourgeoisie, qui n'héritait pas de la terre, mais conquérait le monde par le calcul, les routes et l'ambition. Pendant des siècles, le fief avait été la cellule de base autosuffisante fermée, rythmée par les récoltes et l'obéissance. Mais avec les bourgs et les foires, apparurent de nouvelles routes commerciales, reliant l'intérieur au grand port, connectant le nord froid au sud méditerranéen. Des routes autrefois abandonnées furent rouvertes, et les fleuves devinrent des artères vibrantes. Des villes comme Venise, Gênes, Bruges, Lübeck, Marseille et Pise devinrent les nœuds d'un réseau couvrant tout le continent. De l'Orient arrivaient soieries, épices, parfums, tapis et savoirs. De l'Occident partaient laine, bois, fer, vin et espoir de profit. Les mers s'emplissaient, les marchés s'animaient et le fief se restreignait. Dans ce contexte, la bourgeoisie urbaine s'imposait. Contrairement aux nobles, attachés à la terre et à la guerre, les bourgeois vivaient du commerce, de l'artisanat et de la finance. Ils étaient marchands, banquiers, tailleurs, cordonniers, forgerons, libraires, médecins ou notaires. Ils savaient négocier, compter, accumuler et investir. Beaucoup venaient de familles modestes, certains d'anciens serfs ayant acheté leur liberté. Désormais, derrière les murailles des villes, ils pouvaient acquérir maisons, former des guildes, financer chapelles et même influencer la politique. C'était un nouveau pouvoir, non plus l'épée, mais le capital, les guildes ou corporations de métiers. Organisaient la production et protégeaient les intérêts des artisans et commerçants. Elles régulaient prix et qualité, décidaient qui pouvait ouvrir boutique et comment former un apprenti. Elles soignaient les malades, enterraient les morts, aidaient les veuves, finançaient des fêtes religieuses. À la fois syndicats, coopératives et confréries, elles constituaient la base de la solidarité urbaine. Peu à peu, leurs membres exigeaient autonomie politique. Dans de nombreuses villes, des hauts conseils urbains, composés de bourgeois influents, gouvernaient indépendamment des seigneurs. Certaines cités achetèrent même leur liberté grâce à des chartes de franchise, leur garantissant autogestion et exemption d'impôts. Cette nouvelle société urbaine différait radicalement de la société rurale. En ville, le temps était rythmé par les affaires et non par les saisons. Les maisons s'élevaient en pierre avec plusieurs étages. Les files de marchands apprenaient arithmétique, comptabilité, rhétorique. Les demeures les plus riches possédaient bibliothèques, miroirs, objets de luxe. La culture se raffinait. Les quartiers marchands grouillaient de vie, où se côtoyaient étrangers, juifs, arabes et chrétiens. Et comme l'argent circulait, l'art, la musique et l'architecture prospéraient. Les cathédrales gothiques, dressant leurs flèches vers le ciel, étaient le fruit de cette nouvelle vitalité. Mais ce renouveau urbain provoquait des tensions avec l'ordre féodal. Les seigneurs voyaient d'un mauvais œil les paysans quitter les terres. Les nobles méprisaient les bourgeois enrichis. L'Église condamnait l'usure, mais profitait des financements. Et les rois, eux, soutenaient souvent les villes, voyant en elles un moyen d'affaiblir les barons et de renforcer le pouvoir central. C'était le début d'une transformation lente, mais irréversible. Centralisation du pouvoir, déclin de la noblesse rurale et émergence d'une société urbaine, commerciale et bourgeoise. Ce renouveau urbain
ne détruisit pas immédiatement le féodalisme. Pendant des siècles, les deux modèles coexistèrent, ville et campagne, bourgeois et seigneurs, foires et moissons. Mais l'équilibre basculait. Chaque contrat signé, chaque pièce frappée, chaque pont construit rapprochait l'Europe d'un temps nouveau. La terre restait précieuse, mais elle ne suffisait plus. Le sang noble ne garantissait plus le pouvoir. Le monde changeait, et beaucoup ne le savaient pas encore. Dans les places illuminées par les torches, tandis que les cloches résonnaient et que les marchands rangèrent leurs étals, une nouvelle idée prenait forme. Et si le destin ne s'écrivait plus par l'épée, mais par l'encre, les comptes et les sceaux? Lorsque le vent soufflait plus froid dans les ruelles étroites des bourgs et sur les chemins déserts reliant les fiefs, charriant une odeur humide et inconnue, quelque chose de silencieux et de terrible commença à se propager. Il n'y avait ni armée, ni bannière, ni bataille. Seulement une rumeur qui grandissait jour après jour. Des hommes et des femmes mouraient sans explication, sans remède, sans consolation. Nous sommes en 1347 et l'Europe s'enfonce dans l'une des plus grandes tragédies de son histoire, la peste noire. Bien plus qu'une calamité biologique, elle fut un séisme social, politique et économique. L'un des coups les plus profonds portés à la structure du féodalisme. Tout commença avec des navires accostant dans les ports italiens en provenance d'Orient, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des rats infestés de puces contaminés par la bactérie Yersinia pestis. En quelques mois, la maladie gagnait les villes, atteignant campagnes, monastères et châteaux. Aucune muraille n'était assez haute, aucun serment assez fort, aucune prière assez puissante pour freiner l'avancée de la mort noire. Non. Les symptômes apparaissaient en vite et brutalement. Fièvre très élevée, frissons, vomissements, bubons sombres sous la peau, délire, puis le silence de la mort. On estime qu'entre 1347 et 1351, plus d'un tiers de la population européenne périt, et dans certaines régions, plus de la moitié. Dans les fiefs, l'impact fut immédiat et dévastateur. Les champs restaient vides, les moulins se taisaient, les récoltes pourrissaient sur pied. Les seigneurs, habitués à une abondante main-d'œuvre servile, virent leurs paysans mourir par milliers, s'enfuir dans la panique ou refuser de travailler. De nombreux domaines furent abandonnés, réduits à des ruines entourées de terres incultes. Les églises n'arrivaient plus à enterrer les morts. Les cloches sonnaient sans relâche. La peur se répandait comme la peste elle-même. Et avec elle naissaient de profondes interrogations. Pourquoi Dieu permettait-il cela? Pourquoi les prêtres mouraient-ils aussi? Où étaient les saints, les miracles, les certitudes? Dans ce monde en effondrement, un phénomène inattendu apparut. La valeur du travail augmenta. Avec moins de paysans disponibles, les survivants commencèrent à exiger de meilleures conditions. De nombreux seigneurs durent abolir des redevances, verser des salaires ou libérer des serfs de leurs obligations héréditaires. Dans certaines régions, les serfs devinrent des travailleurs libres. Le système fondé sur la soumission et la tradition céda peu à peu la place à des relations plus négociées, reposant sur la valeur de la main-d'œuvre. Ce fut le début de la fin du servage, en particulier en Europe occidentale. Les révoltes paysannes, comme la jacquerie en France, ou la révolte de Wat Tyler en Angleterre, révélaient cette transformation. Les pauvres n'acceptaient plus en silence le poids d'un système qui les avait laissés à la mort. La noblesse féodale, elle, vit son pouvoir s'effriter. Beaucoup moururent sans héritier, d'autres firent faillite, incapables de maintenir leur domaine sans paysans. Les revenus chutèrent, des châteaux furent vendus, des terres louées à des paysans désormais en position de force. L'aristocratie, jadis cimentée par la rigidité féodale, dut de plus en plus s'allier au roi et à la bourgeoisie urbaine. L'ancien monde des serments de vassalité, des hommages dans les salles de pierre, des dîmes payées en sacs de blé, paraissait déjà une relique face à la nouvelle réalité née de la peste. L'Église elle-même sortit profondément ébranlée. Moines et prêtres moururent par milliers. Le peuple, choqué par leur impuissance et par la corruption révélée chez certains survivants, commença à contester l'autorité spirituelle. Les cultes populaires, les flagellants, les prophéties et les hérésies se multiplièrent. La peur de la mort et la perte de confiance dans les dogmes favorisèrent une religiosité plus intime, angoissée et critique. La foi ne disparut pas, mais elle changea de visage. L'Église, bien qu'encore puissante, ne détenait plus le même monopole sur les consciences. À la fin de l'épidémie, le monde féodal subsistait, mais chancelant.
Les châteaux se dressaient encore, les cloches sonnaient encore, les seigneurs se disaient toujours protecteurs de l'ordre. Mais quelque chose avait changé de manière irréversible. Le fief n'était plus le centre du monde. La terre, toujours précieuse, ne garantissait plus prestige sans travailleurs. Les paysans, jadis soumis, avaient désormais le choix. Et le vent du changement soufflait depuis les villes, les ports, les ateliers et les livres fraîchement copiés. La peste, par sa dévastation, accéléra la fin d'une ère et prépara la naissance d'une autre. Ainsi, quand les étoiles recommencèrent à briller au-dessus d'une Europe silencieuse, marquée par des cimetières improvisés et des champs en friche, un temps nouveau commençait à poindre, plus dur, plus incertain, mais plus libre. Un temps où le fief, qui avait régné des siècles sur le cycle de la terre, du serment et de l'obéissance, serait peu à peu remplacé par les villes fortifiées, les contrats écrits, les idées humanistes et des rois avides de centralisation. Lorsque la terre portait encore les cicatrices de la peste, lorsque les récoltes repoussaient à l'état sauvage autour de maisons abandonnées et que le silence des cloches cédait la place aux murmures inquiets des places publiques, quelque chose commençait à germer dans l'âme du peuple, non pas un fruit d'espérance pure, mais un cri ancien, contenu, qui se transformait peu à peu en rébellion. Pendant des siècles, le paysan avait accepté la terre comme destin, le seigneur comme loi, le servage comme héritage. Mais désormais, après tant de morts, tant d'abandons et tant de promesses brisées, il se levait. Et ce qui n'était qu'obéissance silencieuse devint clameur, résistance, flamme et outils brandis contre les châteaux. C'était l'ère des révoltes paysannes. Les premiers tremblements annonçant la chute définitive de l'ordre féodal. L'Europe post-peste était une plaie ouverte. La population décimée avait créé une pénurie de travailleurs, et les seigneurs, désespérés de maintenir leurs revenus, tentèrent d'augmenter les impôts, d'interdire les fuites et de geler les salaires, dans un effort vain de freiner la marée du changement. Mais les paysans n'étaient plus les mêmes. Ils savaient que leur travail avait de la valeur. Ils savaient qu'il existait des terres vacantes, des fiefs déserts et des villes promettant la liberté. La conscience de leur importance économique engendra une conscience sociale naissante. Ils ne voyaient plus en leur seigneur un protecteur, mais un oppresseur vulnérable. Et pour la première fois depuis des générations, ils osèrent dire « assez ». En France et en 1358, éclata la jacquerie, soulèvement de paysans armés de simples outils et d'une colère accumulée, marchant contre les châteaux, incendiant les demeures seigneuriales, libérant des serfs et détruisant les symboles de l'oppression. La répression fut terrible, des milliers périrent. Mais le message était clair, la terre tremblait sous les pas de ceux qui avaient toujours été à genoux. En Angleterre, 20 ans plus tard, surgit la révolte de Wat Tyler, provoquée par l'augmentation des impôts et l'exploitation par la couronne. Les insurgés envahirent Londres, exigeant la fin du servage et de profondes réformes. Tyler fut assassiné lors des négociations, mais là encore le choc fut irréversible. Ces révoltes ne furent pas isolées. En Allemagne, dans l'Empire byzantin, dans la Italie rurale, en Scandinavie, le même schéma se répétait. Paysans mécontents, serfs réclamant leur liberté, communautés entières refusant de payer la dîme ou d'obéir à des seigneurs affaiblis. Certains mouvements étaient organisés, d'autres spontanés. Certains se terminaient par des massacres, d'autres par des concessions. Mais un fait demeurait. Le pacte féodal avait été brisé. La relation de protection et d'obéissance qui cimentait le système n'avait plus de sens dans un monde où le Seigneur ne protégeait pas, où l'Église ne consolait plus, et où la mort avait déjà été affrontée sous les traits de la peste. En conséquence, de nombreux seigneurs furent contraints de négocier directement avec les paysans, offrant de meilleures conditions pour les retenir. Dans une grande partie de l'Europe occidentale, le servage héréditaire disparut progressivement. Peau libre, contrat rémunéré en monnaie, droit à la mobilité. Des concepts autrefois impensables se diffusaient. Le paysan cessait d'être la propriété du seigneur pour devenir un acteur négociateur avec droits et exigences. Le mot serf cédait la place à l'expression travailleur libre. Le pouvoir ne résidait plus uniquement dans le sang noble, mais commençait à migrer vers ceux qui savaient produire, commercer et résister. Le processus fut inégal. Dans une grande partie de l'Europe orientale, comme en Pologne, en Bohême ou en Hongrie, le servage fut renforcé et perdura. Mais en Occident, le changement était visible et croissant. L'économie monétaire progressait.
Les contrats écrits remplaçaient les serments oraux, les marchés prenèrent de l'importance, et l'État, incarné par la figure royale, centralisait les pouvoirs autrefois détenus par les petits seigneurs. Le système féodal ne s'effondra pas brutalement, il fut rongé de l'intérieur, comme une muraille dont les pierres se détachent une à une jusqu'à ce que la structure ne soutienne plus rien. Ces révoltes, bien que réprimées et souvent effacées par les chroniques de la noblesse, laissèrent des marques profondes. Elles démontrèrent que le peuple pouvait agir, exiger, transformer. Elles ouvrirent la voie aux mutations sociales qui mèneraient aux renaissances, à la réforme religieuse, à la centralisation des États modernes et, des siècles plus tard, aux révolutions bourgeoises et démocratiques. Elles furent, en essence, le premier souffle de liberté collective dans une Europe longtemps muette devant l'autorité seigneuriale. Ainsi, quand la poussière retombait sur les champs ravagés, quand les cloches reprenaient dans les églises reconstruites et que les fils des insurgés replanteront le blé là où le sang avait coulé, quelque chose avait changé à jamais. Le paysan médiéval cessait d'être un simple décor. Il devenait acteur de l'histoire. Alors que les petits châteaux s'effondrent, engloutis par le lierre du temps, et que les blasons des anciens seigneurs disparaissent des tapisseries, un nouveau symbole s'impose au centre du paysage médiéval, la couronne. Non pas celle d'un noble quelconque, ni d'un seigneur local, mais la couronne du roi, une figure qui, durant des siècles, avait été largement cérémonielle, décorative, étouffée par la fragmentation féodale, et qui désormais renaît avec vigueur, autorité et ambition. C'est la naissance de la monarchie centralisée, le moment où le pouvoir échappe peu à peu des mains de dizaines de suzerains régionaux pour se concentrer entre celles d'un seul souverain, au nom d'un royaume unifié. Et avec ce mouvement lent et irréversible, le mot féodalisme commence à céder la place à la structure de l'État moderne. Au premier siècle du Moyen-Âge, le roi n'était souvent qu'un arbitre lointain, perçu comme primus inter pares, le premier parmi ses égaux, qui devait négocier avec barons, comtes, évêques et seigneurs pour exercer la moindre autorité. Son pouvoir était limité par les serments féodaux, par les droits locaux et par l'absence d'armée permanente ou de perception centralisée. Le véritable pouvoir se trouvait dans les fiefs, dans les châteaux, dans ces tours de pierre qui parsemèrent le paysage comme autant de petits royaumes indépendants. Mais au cours du bas Moyen-Âge, une série de facteurs bouleversa cet équilibre des forces, et le roi, jadis prisonnier de ses vassaux, devint le chef d'une nouvelle ère. Le choc démographique de la peste, les révoltes paysannes, la croissance des villes, le renforcement de la bourgeoisie et le renouveau du commerce créèrent une base sociale différente, prête à soutenir un pouvoir central, fort garantissant sécurité, justice et stabilité. Les rois surent s'appuyer sur cela. Ils s'allièrent aux bourgeois, offrant protection en échange d'impôts. Ils mirent en place des armées professionnelles rémunérées, remplaçant la dépendance aux chevaliers vassaux par des soldats entraînés et disciplinés, financés par la richesse urbaine. Ils créèrent des administrations plus complexes, avec scribes, comptables, juges et diplomates. Ils instituèrent des tribunaux royaux, une monnaie officielle, des poids et mesures standardisées. Le roi n'était plus seulement un guerrier ou un juge symbolique, il devenait un gestionnaire, un législateur, un symbole d'unité. Dans de nombreux royaumes d'Europe, ce processus prit corps. En Palais-France, la dynastie capétienne affermit le pouvoir royal par la diplomatie et la guerre, agrandissant le domaine royal et réduisant l'autorité des seigneurs locaux. Le roi Philippe IV le Bel osa défier même le pape, en revendiquant le droit de taxer le clergé. En Angleterre, après l'épisode de la Magna Carta, les Plantagenets développèrent un droit commun et consolidèrent le Parlement sous l'égide de la couronne. En Espagne, l'union des royaumes chrétiens sous Ferdinand et Isabelle marqua le début d'une monarchie puissante et expansionniste. Au Portugal, la centralisation royale s'appuya sur des alliances avec le clergé et sur la valorisation du commerce maritime. Chaque royaume suivait son propre rythme, mais la direction était la même, de la fragmentation féodale vers la centralisation royale. Cette transformation, toutefois, ne se fit pas sans résistance. De nombreux seigneurs s'opposèrent, formant des ligues féodales pour préserver leurs privilèges anciens. Il y eut des guerres civiles, des complots, des assassinats et des trahisons. Mais la logique de la nouvelle ère était implacable.
Les rois, avec des caisses remplies grâce aux impôts urbains et leur discours d'unité nationale, disposèrent de l'avantage. La figure du roi commença à être perçue comme le représentant de la volonté divine, oint par Dieu, et non plus simple chef militaire. La monarchie se présentait comme garante de la justice, protectrice du bien commun, défenseur de la foi. Et ce discours séduisait autant les paysans fatigués des abus seigneuriaux que les marchands avides de routes sûres et de contrats respectés. Parallèlement, l'idée de « nation » commença à émerger, encore diffuse, encore imprécise, mais bien réelle. Le peuple ne s'identifiait plus seulement à son seigneur ou au clergé, mais à un territoire, une langue, un drapeau, une loi commune. Le roi cessait d'être un simple homme. Il devenait le symbole de tous. C'était lui qui faisait frapper la monnaie, signer les traités, envoyer des ambassadeurs, déclarer la guerre. De lui naissait ce qui, plus tard, serait appelé l'État. La chute des petites suzerainetés ne fut pas une tragédie ni une rupture brutale. Ce fut un processus de dissolution progressive, un lent dessèchement des pouvoirs. Les seigneurs incapables de s'adapter disparurent ou furent intégrés à l'aristocratie de cour. Leurs terres passèrent sous l'administration d'officiers royaux. Leurs châteaux, jadis fiers gardiens d'un ordre ancien, devinrent ruines ou demeures sans autonomie. Le fief, qui avait si longtemps constitué le cœur du Moyen-Âge, devint une simple pièce sur l'échiquier du roi. Qu'ainsi, tandis que le soleil se levait sur une Europe en mutation, avec des villes animées, des universités en expansion, des lois en organisation et des rois entourés de conseillers et d'écrivains, le monde féodal rendait son dernier souffle. À sa place s'élevait le monde des royaumes structurés, de la politique centralisée, de la diplomatie et de l'administration publique. Un monde qui préparait le terrain pour les siècles à venir, de la Renaissance aux grandes découvertes, de la Réforme aux révolutions. Sous le voile de l'aube reposant sur les vallées d'Europe et les flammes tremblantes des torches vacillant encore sur les murailles de pierre, un panorama contrasté apparaît. Le féodalisme, bien qu'ancré dans des principes communs, terre, vassalité, protection et redevance, ne fut jamais uniforme. Dans chaque région d'Europe, il prit des formes particulières, adaptées aux réalités politiques, culturelles, religieuses et géographiques de chaque peuple. Pour saisir toute la portée de ce système si influent, il faut parcourir, avec un regard attentif, trois des grands pôles de pouvoir du Moyen-Âge: la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Chacun façonna à sa manière le monde féodal, avec ses grandeurs, ses crises et ses effondrements uniques. France, berceau du terme fief, le système féodal atteignit l'une de ses expressions les plus pures et les plus complexes. Après l'effondrement carolingien au IXe siècle, le pouvoir se fragmenta à tel point que le roi français, durant des siècles, ne contrôlait que l'Île-de-France autour de Paris. Le reste du territoire était dominé par des ducs, comtes et barons qui agissaient comme de véritables souverains autonomes, levant impôts, frappant monnaie et se livrant à des guerres incessantes. Le lien vassalique y était multiple et souvent contradictoire. Un même noble pouvait être le vassal de deux seigneurs différents, voire de rois rivaux, créant un enchevêtrement d'alliances et de trahisons. L'autorité royale, longtemps, resta surtout symbolique, respectée par tradition mais ignorée dans les faits. À partir du XIIe siècle, cependant, les Capétiens engagèrent une longue œuvre de recentralisation, par mariage stratégique, guerre contre seigneurs rebelles et appui de l'Église. Des rois comme Louis VI, Philippe Auguste et Louis IX Saint-Louis agrandirent le domaine royal, intégrèrent des provinces autonomes au royaume et réduisirent le pouvoir de la noblesse féodale. Le féodalisme français, jadis marqué par une autonomie régionale forte, s'alignait de plus en plus sur l'idéal d'un État central. Pourtant, même au XVe siècle, des seigneurs puissants comme les ducs de Bourgogne continuaient à défier la couronne, preuve que, malgré la montée de la monarchie, le féodalisme ne disparaissait jamais totalement. Il se transformait. En Angleterre, en revanche, le féodalisme prit dès l'origine une forme beaucoup plus centralisée et administrativement rigoureuse. Après la conquête normande de 1066, menée par Guillaume le Conquérant, le nouveau roi répartit les terres entre ses vassaux de manière calculée, garantissant toujours la suprématie royale sur tout autre pouvoir. Tous les seigneurs, même les plus puissants, étaient des vassaux directs de la couronne, un système qui empêchait la fragmentation observée en France.
Le fameux Domesday Book, recensement détaillé des terres, impôts et possessions, symbolise cette organisation. La monarchie normande mit en place des hauts-châteaux royaux, tribunaux itinérants et shérifs régionaux, établissant un réseau efficace de contrôle sur le territoire. Mais même ce modèle centralisé connut des secousses. En 1215, après les abus de pouvoir du roi Jean sans terre, la noblesse imposa la Tam Magna Carta, document qui limita l'autorité royale et établit des principes de consultation politique, jetant les bases du futur Parlement anglais. Bien que le féodalisme subsistât, l'Angleterre ouvrit la voie à une première institutionnalisation du pouvoir. Les conflits entre rois et barons, comme les guerres des barons, ou plus tard la guerre des Deux Roses, montrèrent que même dans un système centralisé, le féodalisme pouvait engendrer l'instabilité. Cependant, à la fin du Moyen Âge, l'Angleterre se présentait avec une monarchie forte, soutenue par une élite contrôlée et un système juridique structuré, annonçant la fin de l'ère féodale classique et la naissance d'un ordre étatique moderne. La Balmagne, enfin, suivit un chemin tout à fait différent. Intégrée au Saint-Empire romain germanique, la région ne connut jamais une monarchie centralisée forte comme en France ou en Angleterre. L'empereur, bien qu'auréolé d'un titre prestigieux, était en réalité dépendant des grands princes électeurs, des ducs et des évêques qui régnaient sur de vastes territoires en toute autonomie. L'empire n'était qu'une mosaïque de centaines de fiefs, de villes libres, de principautés et d'états ecclésiastiques, chacun avec sa monnaie, ses lois et son armée. Le féodalisme allemand était donc extrêmement décentralisé et résistant, perdurant des siècles face à toute tentative d'unification. En Allemagne médiévale, le pouvoir était plus négocié qu'imposé. Les fidélités féodales étaient complexes et les relations entre seigneurs et vassaux passaient par des alliances temporaires, des mariages nobles et des guerres locales. Cette fragmentation territoriale empêcha l'émergence d'une économie intégrée et freina la formation d'une culture politique unifiée. Le résultat fut un féodalisme durable qui se prolongea jusque dans l'époque moderne et prépara les divisions internes de l'histoire allemande des siècles suivants. Ainsi, en observant le féodalisme sous ses trois angles, la France, où le système s'épanouit avant d'être absorbé par la couronne, l'Angleterre, où il fut structuré avec rigueur avant d'être dépassé par le droit, et l'Allemagne, où il resta fragmenté et constitua longtemps le tissu même de la société. On comprend que le féodalisme ne fut jamais un bloc monolithique. Ce fut un organisme adaptable, se modelant aux crises, aux intérêts et aux stratégies politiques de chaque peuple. Sa fin ne fut donc pas un événement unique, mais un processus multiple, avec des dates, des symptômes et des héritages différents. Et ainsi, tandis que les étendards des anciens seigneurs s'effaçaient dans les couloirs du temps et que les cloches des nouvelles cours résonnaient au-dessus des villes en expansion, le féodalisme cédait peu à peu sa place, pierre après pierre, tradition après tradition, au monde qui deviendrait le berceau de la modernité. Alors que les brumes de l'aube enveloppent encore les derniers fiefs endormis et que le vent fait doucement frissonner les étendards décolorés accrochés aux mâts des châteaux, un nouveau son commence à se faire entendre au loin. Le froissement des plumes sur le parchemin, le carillon des cloches des villes en expansion, les voix qui disputent non plus par l'épée, mais par les idées. Le temps des lances et des serments cède la place à un nouveau temps, encore imprécis, encore hybride, mais visiblement différent. Le féodalisme, qui pendant des siècles avait structuré le monde européen comme une tapisserie de fidélité personnelle, d'obligations agraires et de pouvoirs fragmentés, s'efface devant l'époque moderne, une ère où les lois remplacent les seigneurs, où le livre remplace les épées, et où l'État prend forme avec un visage, des frontières et une bureaucratie. Ce déclin ne survient pas par la chute d'un château, ni par la signature d'un traité unique. Il est avant tout un processus multiple qui s'étend sur plusieurs siècles et a des rythmes différents selon les régions. Mais les signes sont indéniables. Le premier est la transformation de l'économie. La terre, qui fut si longtemps le seul bien de valeur, perd sa centralité avec la montée du commerce commun de la monnaie des grandes villes et du capital mobile. Des marchands s'enrichissent sans posséder de champs. Les artisans deviennent maîtres sans avoir juré fidélité à un seigneur. Les anciens serfs se transforment en travailleurs urbains, en fermiers libres, en citoyens. Le deuxième signe est
L'émergence de l'État moderne. Les rois, renforcés par leurs alliances avec la bourgeoisie et par les crises internes des fiefs, centralisent des fonctions autrefois détenues par la noblesse. Ils lèvent des armées permanentes, rédigent des lois écrites, administrent la justice au nom de la nation, prélèvent directement les impôts auprès de la population. Apparaît alors le concept de souveraineté. Le roi est l'unique autorité légitime à l'intérieur de son territoire. Il n'est plus un simple arbitre entre seigneurs, mais le détenteur exclusif du monopole de la violence et de l'autorité juridique. La figure symbolique de la couronne devient le socle réel d'une nouvelle structure administrative, et avec elle s'impose ce qui paraissait autrefois impensable dans le monde féodal: l'égalité devant la loi, au moins comme idéal en construction. Le troisième signe est l'ébranlement de l'ordre religieux traditionnel. L'autorité spirituelle de l'Église, qui fut l'un des piliers du féodalisme, est contestée de plus en plus vivement à la fin du Moyen Âge. Les hérésies des siècles passés deviennent plus organisées. Les intellectuels remettent en question des dogmes. Enfin, au XVIe siècle, la réforme protestante brise l'unité chrétienne en Occident, donnant naissance à de nouvelles églises, de nouveaux États et une nouvelle logique d'organisation religieuse, où le fidèle a désormais accès direct à la parole écrite, sans la médiation obligatoire du clergé. L'Église, qui avait déjà perdu une grande partie de son pouvoir économique et politique avec l'essor des monarchies, subit alors une érosion culturelle et spirituelle. Parallèlement s'affirme l'essor du savoir rationnel et technique. La Renaissance apporte une nouvelle manière de regarder le monde, inspirée par les sources antiques, mais orientée vers l'homme et sa capacité à penser, mesurer, bâtir. L'imprimerie de Gutenberg multiplie les livres et les lecteurs. Le droit romain est redécouvert, étudié et codifié. La figure du juriste remplace celle du chevalier comme garant de l'ordre. Le tribunal prend place à côté du trône. Le contrat supplante le serment. La plume devient plus puissante que l'épée. Même les djarmés changent. Le chevalier féodal, avec sa fierté, son armure et sa suite, n'a plus d'utilité face à la poudre à canon, aux arquebusiers, aux rangs disciplinés de soldats payés par les rois. La guerre devient une science planifiée par des stratèges, menée avec armes à feu, logistique et intendance. Le modèle militaire féodal s'effondre. Les forteresses médiévales deviennent obsolètes face aux canons. La violence, jadis diffuse et morcelée, est désormais administrée par des généraux, des traités et la diplomatie. Le monde de la fin du Moyen Âge garde encore bien des traits féodaux, titres de noblesse, fêtes seigneuriales, vestiges de la chevalerie, mais l'esprit du temps est déjà autre. C'est le temps des universités, des explorations maritimes, des cartes aux lignes droites. C'est le temps des comptabilités et des greffes, des couronnes absolutistes. C'est le temps de Machiavel et du prince Cras, non plus de Saint-Bernard et de la deuxième croisade. L'espace féodal cède devant le temps rationnel de l'administration. Le seigneur féodal s'efface devant le fonctionnaire royal. Le fief se dissout devant la ville, le port, la place publique. Ce déclin du féodalisme est, à la fois, une fin et un commencement. Fin d'un ordre ancien, soutenu par des traditions orales, des relations personnelles et un pouvoir dispersé. Début d'un monde qui garde encore les ombres du passé, mais qui s'oriente de plus en plus vers la raison, la technique, la bureaucratie et l'écriture. Et dans ce monde nouveau, la terre reste importante, mais il ne suffit plus d'en être propriétaire. Il faut savoir gouverner, administrer, enregistrer, justifier. Ainsi, lorsque le soleil perce enfin les brumes froides des matins médiévaux et éclaire les tours des nouveaux palais, les couloirs des tribunaux et les comptoirs des marchands, on perçoit que le monde a changé, non pas par une destruction totale, ni par un décret unique, mais par la persévérance de ceux qui surent survivre, s'adapter et penser au-delà de la tradition. Et tandis que les derniers chevaliers disparaissent dans les brumes de l'histoire, l'avenir s'élève avec des plumes, des sceaux, des codes et la promesse d'un temps nouveau. Quand les aiguilles du temps avancent et que les murailles des châteaux deviennent des ruines, visitées par des voyageurs curieux, il est facile d'imaginer que le féodalisme s'est dissipé comme un ancien rêve, emporté par le vent de l'histoire. Mais le monde médiéval, avec ses rituels, ses langages, ses symboles et ses logiques, ne s'éteint pas avec la fin d'une ère. Il demeure, souvent en silence, dissimulé dans les mots que nous utilisons, dans les institutions que nous fréquentons, dans les relations de pouvoir que nous reproduisons encore.
L'héritage du féodalisme est bas profond, durable et invisiblement présent dans le monde moderne. Et pour le comprendre, il faut fermer les yeux un instant et écouter les échos ténus qui murmurent encore des chants médiévaux jusqu'aux couloirs de nos cités. Nombreux sont les titres de noblesse morts nés à l'époque féodale qui existent encore, fût-ce comme symboles honorifiques, comte, baron, duc, vicomte, marquis. Dans des monarchies contemporaines comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, ces titres continuent d'être transmis par héritage ou concédés par mérite. Leurs origines, pourtant, sont enracinées dans la terre, dans les serments de vassalité, dans les fonctions administratives d'un temps où être comte signifiait administrer un territoire au nom du roi. Ce qui paraît aujourd'hui aristocratique est né de hauts fonctions militaires et administratives du système féodal. Mais l'héritage n'est pas seulement formel, il est aussi dans le langage quotidien. Des expressions comme serment de fidélité, mon seigneur, vassal, suzerain, vassalité politique ou soumission féodale sont encore utilisées de façon métaphorique en politique et en critique sociale. On parle de relations féodales de pouvoir séant pour dénoncer des structures autoritaires et personnalisées. On dit qu'un homme règne en roi sur son fief pour désigner une autorité locale qui agit avec trop d'autonomie. Le vocabulaire actuel, ainsi, porte en filigrane la mémoire de siècles de servitude, d'honneur, de domination et de loyauté. Dans les hautes structures sociales, beaucoup du modèle féodal a survécu pendant des siècles après son déclin officiel. Dans plusieurs pays d'Europe orientale, comme la Russie tsariste, la servitude perdura jusqu'au XIXe siècle, avec des paysans attachés à la terre et contraints de travailler pour des seigneurs héritiers de droits féodaux. Dans des zones rurales d'Europe occidentale, des formes de fermage, de corvée, travail obligatoire gratuit, et de paiement en nature subsistèrent même après l'apparition des États modernes. Au Brésil et dans d'autres régions d'Amérique latine, le modèle des capitaineries héréditaires, des ingenios et des latifundiasana portait des marques évidentes de la logique seigneuriale avec hiérarchie rigide, centralité de la terre et dépendance personnelle. Les églises médiévales, avec leurs tours imposantes, leurs reliques et leurs clochers, continuent de dominer des milliers de villages et de villes, souvent au centre de la vie sociale. Les monastères bénédictins, cisterciens, franciscains et dominicains, autrefois remplis de moines copistes et d'abbés puissants, sont devenus universités, musées, centres de recherche, écoles. En leur sein, la routine de l'étude, de la discipline et de la contemplation a été transmutée en une autre forme de savoir, mais la structure monastique reste visible, dans les cloîtres, les bibliothèques, les règles, et même dans le silence respectueux de certains couloirs académiques. Dans l'organisation du pouvoir, l'héritage féodal se perçoit dans la résistance à la centralisation, dans les structures régionales fortes, dans les parlements composés de représentants des États ou ordres, clergés, noblesse et peuple. L'idée même de subsidiarité, si présente dans les démocraties modernes et les systèmes fédératifs, porte la logique féodale selon laquelle les décisions doivent être prises au niveau le plus proche du peuple, et non par un centre éloigné. La méfiance des masses envers le pouvoir absolu plonge ses racines loin dans le passé, dans la peur des seigneurs arbitraires et dans la valorisation des autonomies locales. Dans les formes de propriété de la terre, beaucoup de pays font encore face aux conséquences de la concentration foncière héritée d'une distribution inégale des fiefs. Des familles qui dominent de vastes domaines depuis des générations conservent un pouvoir politique et économique considérable, même dans des systèmes républicains et capitalistes. La terre, pour beaucoup, reste un symbole de prestige, de sécurité et de domination, comme elle l'était pour les seigneurs féodaux. Et les conflits liés à la terre, tout comme autrefois, continuent d'engendrer tensions, exclusions et inégalités. Même dans les fêtes populaires et célébrations culturelles, le féodalisme demeure vivant. Tournois médiévaux, reconstitutions de batailles, marchés à thème, fêtes de la moisson, pèlerinages et processions perpétuent en main d'endroit les rituels d'une époque où la foi, l'épée et la terre structuraient la vie de tous. Nous revêtons des habits médiévaux, assistons à des joutes fictives, lisons des romans de chevalerie, nous fascinons pour les rois et les châteaux, car dans l'imaginaire collectif, le féodalisme n'est jamais mort. Il s'est transformé en mythe, en mémoire, en métaphore. Ainsi, même lorsque nous marchons dans des rues modernes, entourées de verre, de béton et de lumière électrique,
il y a quelque chose de profondément médiéval qui nous accompagne. Il est dans les contrats que nous signons, dans les hiérarchies que nous suivons, dans les craintes que nous nourrissons encore face au pouvoir central et dans les espoirs que nous plaçons en des dirigeants qui, souvent, gouvernent encore comme des seigneurs sur leur propre domaine. Le féodalisme, donc, n'a pas pris fin. Il a été transmuté, recyclé, masqué sous de nouveaux habits. Et en observant attentivement le monde qui nous entoure, nous percevons que même sans château, il existe encore des murailles invisibles. Même sans seigneur, il existe encore des soumissions silencieuses. Même sans champs de blé, il existe encore des terres et des bras qui nourrissent des empires. Et en concluant cette longue traversée, tandis que le monde se repose et que l'aube rend le silence aux pierres des anciens fiefs, nous comprenons que l'histoire ne meurt jamais. Elle dort seulement en nous, dans l'attente d'être comprise.